Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream. Je suis Alexandra Klinik, journaliste pour Métamédia, qui est le blog média de France Télévisions. Notre travail, c'est de réfléchir à l'avenir des médias. Donc aujourd'hui, c'est notre première émission, ça s'appelle Métatalk. Bonjour. Bonjour. Merci à France Télé Slash de nous accueillir pour ce stream. Et pour ceux qui voudraient prolonger l'écoute, vous pourrez retrouver notre conversation en podcast et en replay un peu plus tard. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler des relations compliquées, ambivalentes entre créateurs de contenu, journalistes et influenceurs. Et on va parler de cette zone grise aujourd'hui parce que de plus en plus de jeunes s'informent auprès de créateurs de contenu. En France, on pense surtout à Hugo Décrypte, par exemple, 14 millions de followers sur l'ensemble des plateformes. Mais cette dynamique se retrouve aussi aux États-Unis. On voit bien lors des campagnes américaines avec Kamala Harris et Donald Trump qui ont préféré s'adresser à des influenceurs plutôt que s'adresser aux médias traditionnels. Donc les questions qu'on va se poser, c'est faut-il distinguer créateurs de contenu et journalistes? Et surtout, comment ces différents profils peuvent travailler pour le bien de l'information? Donc merci à tous d'être là. Bonjour, bonjour à Voltaire, Buginer, Tata Virginie, Pépin Camille. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai à cette table des journalistes, des créateurs de contenu, des défenseurs de l'info. Bonjour, à nouveau. Donc, ils vont se présenter eux-mêmes tout de suite. On peut peut-être commencer par toi, Jean Massier, Ouais. en 2 phrases. En 2 phrases, Jean Massier, streamer, je fais de la vulgarisation d'actualité politique sur Twitch. Merci. Justine? Justine Rex, du coup, je suis de base journaliste assez traditionnelle où je travaillais pour la télé, mais aussi la presse écrite. Et maintenant, je travaille aussi beaucoup pour des youtubeurs, donc Hugo Décrypte, Squeezie, Charles Villa, Simon Plush. Merci. Samuel? Samuel Etienne, comme Justine, journaliste traditionnel longtemps, devenu animateur par accident il y a 9 ans, et heureux animateur. Que suis-je aujourd'hui? Je me pose moi-même la question. Créateur de contenu sûrement, animateur toujours, mais suis-je encore journaliste? Je dirais oui, mais je me pose moi-même beaucoup de questions. On va aller un peu plus loin tout à l'heure. Ouais. Et Adeline Lin, donc moi, je suis spécialiste des questions de liberté d'expression, déontologie journalistique, éducation média. Et je travaille depuis maintenant une dizaine d'années à l'UNESCO, qui, pour rappel, est l'Organisation des Nations Unies qui a le mandat de défendre la liberté d'expression et l'accès à l'information. Et au sein de cette organisation, je dirige l'unité pour l'éducation aux médias. Et je travaille beaucoup depuis le début de l'année sur la question, justement, des créateurs de contenu et du journalisme. Merci beaucoup. Je me permets une parenthèse. On est 5. Le sujet, il est passionnant. On pourrait en parler littéralement pendant des jours. Et donc, je pense que le grand exercice, ça va être un travail de condensation pour chacun. Je trouve ça extrêmement intéressant. Mais moi qui suis très bagarre, je vais faire attention à des réponses très courtes et très cadrées. Voilà. Merci. Je m'y engage. C'était très long comme intervention, Samuel. Allez, c'est vraiment très mal. Alors, bonjour, dommage que Jean Massier n'ait pas parlé des élections américaines, il le fera sans doute plus tard. Je suis désolé, je présente mes excuses à Twitch France. Je n'ai effectivement rien fait pour les élections américaines cette année. Mais il a fait une spéciale. Et justement, c'est ça la blague en Mais fait. Solonam, 100 degrés. C'est moi qui l'a. Si, c'est une blague dans ma communauté. Ok. Ils me reprochent tous de ne pas avoir fait des trucs que j'ai fait. Bon, j'ai pas vu le second. C'est un humour un peu nul, mais voilà, je vous aime d'amour. Et Pépin Camille, il me semble que si. Il a fait une énorme spéciale. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va lancer un petit sondage. Comment vous vous informez? Donc, ça va apparaître à l'écran normalement sur les réseaux sociaux, réponse numéro 1, sur Twitch, grâce au podcast, via la radio, la télé, ou je ne m'informe pas vraiment. Donc, la première partie, je vais commencer avec toi, Samuel. On va essayer de poser les termes. Qu'est-ce qu'un journaliste? Qu'est-ce qu'un créateur de contenu? Donc, toi qui navigues entre les deux mondes, tu peux nous répondre. Et sais-tu encore qui tu es? Bon, tu as déjà un peu répondu tout à l'heure. Oui, alors un journaliste pour moi, mais c'est bien une définition très personnelle et elle peut être challengée et je pense qu'il y a plein de gens qui apporteront des réponses différentes. Un journaliste, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche vis-à-vis de l'information qui obéit à des règles de rigueur, de vérification de l'information, de hiérarchie de l'information, voilà, et qui s'engage moralement, dirais-je, à un travail de la plus grande. Moi, j'aime pas le mot d'objectivité, parce que l'objectivité, c'est quelque chose d'illusoire, je crois, pour un journaliste. C'est-à-dire qu'on est rempli de filtres plus ou moins conscients selon d'où on parle, qui on est, notre parcours, nos valeurs, notre culture. Et donc, même si on se proclame objectif, en fait, on est totalement subjectif. Et je préfère une subjectivité assumée qu'une objectivité proclamée. Peut-être, Samuel, Ouais. mets-toi plus proche du micro Oui, pour bah qu'on oui. t'entende. Bon, alors je vais parler vers là, alors.
Je connais bien ces micros, c'est des micros formidables, mais il faut être très proche. Et donc, le journaliste, pour moi, je crois plus au concept d'honnêteté, de rigueur. Donc, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui s'engage dans une démarche d'honnêteté, de rigueur vis-à-vis de l'information, voilà, qui s'engage quand il met en avant une information, eh bien, à la vérifier, à identifier la qualité de la source. Voilà. Un journaliste, c'est ça. Et donc, un journaliste, pour moi, c'est plus une démarche qu'un statut, quoi. On peut être un journaliste indépendant, isolé, et pas être dans une rédaction et avoir une démarche totalement journalistique. Et puis il y a des gens, puisqu'on parlera peut-être de la carte de presse, qui ont peut-être leur carte de presse donnée par la commission de la carte, mais qui ne sont pas dans une démarche aussi rigoureuse et dont on peut questionner peut-être le statut de journaliste. Donc journaliste journaliste pour ça, c'est moi, pour moi c'est ça. C'est plus une démarche. Et puis pour répondre à la deuxième partie de ta question, un créateur de contenu, bah là c'est très très vague. C'est comme le mot influenceur. Je pense qu'on met plein de choses très très différentes dessus. C'est quelqu'un qui crée un contenu a priori sur Internet, sur une ou des plateformes, qui peut être à caractère, et c'est là où on rentre dans une zone grise et floue, qui peut être à caractère de divertissement ou d'information. Et quand le créateur de contenu fait les deux comme moi, qui est-il? Quand je présente Question pour un champion, bah, je suis un animateur. Quand je présente la matinale de France Info, je suis un journaliste. Mais quand sur ma chaîne, je fais les deux, du divertissement à certains rendez-vous et de l'info à d'autres, qui suis-je? Ma réponse est les deux, en fait. De même que sur une chaîne, il y a un 20h, il y a des émissions de divertissement. Sauf que c'est difficile à appréhender parce que je propose tout ce contenu incarné par la même personne. Mais quelque part, c'était déjà mon statut depuis des années, parce que ça fait 9 ans que je suis à la fois un baladin, un animateur qui est censé faire passer un bon moment aux gens et les divertir, et à la fois quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche vis-à-vis de l'info, une démarche de rigueur. Et en fait, je compartimente totalement ces deux exercices, quoi. Bah, merci pour ce bel exercice de synthèse. J'essaye. Adeline, peut-être tu veux réagir sur cette question. Oui, alors en fait, alors j'espère qu'on m'entend bien là. Vous entendez bien, Adeline? Oui, bon, parfait. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Samuel, que le journalisme, c'est une fonction. Et en fait, au niveau des standards internationaux, nous, c'est ces standards avec lesquels on travaille pour défendre la liberté des médias. On dit que le journalisme, c'est une fonction qui est partagée par un large éventail d'acteurs. Et donc, cette fonction, elle est partagée autant par des personnes qui travaillent à temps plein, donc on ne définit pas comme une profession, c'est beaucoup plus large. Et ça peut aussi donc du coup inclure des créateurs de contenu ou des influenceurs qui travaillent, qui font de l'autopublication, mais qui font du journalisme, parce que le journalisme, c'est quoi? C'est cette fonction de rapporter des faits, ce que tu disais, qui sont vérifiés et qui sont nouveaux et qui sont d'intérêt public. Et donc, si on part avec cette définition, pourquoi nous, c'est important de ne pas mettre les gens dans des cases dans le travail qu'on fait? C'est aussi parce qu'on protège tout le monde et qu'il faut penser que la liberté d'expression dans le monde, elle n'est pas parfaite. Au contraire, elle est restreinte. Il y a beaucoup de contextes dans lesquels les journalistes n'ont pas le droit de travailler, etc. Et si on définissait la fonction comme quelque chose, comme une profession uniquement, du coup, on mettrait hors de la protection toutes les personnes qui, par exemple, dans un pays autoritaire, ne peuvent plus travailler comme journalistes parce que leur média a mis la clé sous la porte, parce qu'ils n'ont plus le droit de travailler et qui continuent, par exemple, à le faire en ligne de manière complètement indépendante. Donc, pour nous, c'est une fonction qui est d'apporter ces informations d'intérêt public. J'aime beaucoup cette définition. Ouais, je trouve ça très séduisant. C'est la fonction, c'est la définition des standards au niveau international. Merci, Adeline. Jean, Ouais. toi, tu te présentes comme un streamer, un vulgarisateur. Il y en a certains qui te qualifient de journaliste. Est-ce que pour toi, c'est plus avantageux de te présenter comme un streamer auprès d'un jeune public plutôt que journaliste pour s'informer? C'est pas en ces termes-là que la question se pose. Je m'en fiche que ce soit avantageux ou pas. Le fait est que je n'ai absolument jamais eu besoin de me définir comme journaliste. Ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Les seuls qui m'ont posé la question, c'était des journalistes. Évidemment, eux, ça les intéresse. Mais le commun des mortels s'en fout complètement que je sois ou pas journaliste. Je n'ai jamais eu besoin d'être journaliste pour avoir accès aux politiques que j'invite dans mes émissions. Ils m'ont jamais demandé ni carte de presse, ni justificatif de quoi que ce soit. Je précise aussi que le métier que je fais ne me place pas dans une position où j'aurais besoin de participer à des voyages de presse, à des visites de presse, à des conférences de presse, où là, effectivement, la carte de presse est utile pour rentrer dans le cénacle et faire son travail de journaliste. Je ne fais pas ce métier-là. Donc, je reconnais ne pas avoir besoin de me définir comme journaliste, donc je ne me définis pas comme journaliste. Et par ailleurs, tu as aussi un point un peu précis, c'est que
très tôt, dans la naissance du métier de journaliste, a été placée l'incompatibilité entre la fonction journalistique et le fait de faire de la communication commerciale, la publicité. Nous, les créateurs de contenu sur internet, on fait de la publicité. C'est la même personne, le même visage et dans la même vidéo qui t'apporte de l'information et qui te dit, découvrez NordVPN. Ça, c'est historiquement une incompatibilité avec le métier de journaliste. Donc soit on arrive à dépasser ce clivage-là et on réinvente la notion de journalisme pour inclure des créateurs de contenu sur internet qui ont une démarche effectivement de rapport à la vérité, comme le disait Samuel, soit on maintient cet interdit et donc un créateur de contenu, tant qu'il fait de la pub, peut pas être journaliste. J'ai une question pour Jean, que Jean n'a pas besoin ne ressent pas le besoin de se définir et de se présenter comme journaliste, mais au vu de la critère du journalisme qu'on a donné tout à l'heure, est-ce que toi, tu as l'impression de t'inscrire dans une démarche journalistique? Moi, je dis oui, mais je vais pas répondre à ta place. Non, mais j'en sais encore une fois, c'est comme toi, en fait, je laisse les autres définir pour moi Tu ce m'a sauvé. veux pas te poser Non, je veux pas, arrête, je veux pas apporter la réponse à la question et je veux pas me définir et voilà, si vous considérez que mon travail est journaliste et journalistique, je le prends pas mal, hein. C'est pas une insulte, non, mais c'est même plutôt, enfin voilà, moi je suis un vieux militant de la liberté de la presse, c'est même plutôt chouette d'être reconnu comme journaliste. Mais je veux pas le prétendre non plus pour ne pas braquer des journalistes qui pourraient mal le prendre parce que, bon alors, après il y a aussi un petit orgueil journalistique, hein, c'est aussi une profession qui se regarde beaucoup le nombril, et voir un petit con comme moi en chaussettes, à la maison faire des émissions, il y en a beaucoup que ça énerve, surtout dans le monde du commentariat politique. C'est leur problème, c'est pas le mien, mais voilà, moi je me définis pas journaliste, mais si on veut me définir journaliste, on peut le faire, il y a pas de problème. D'accord, donc tu te définis plutôt comme un homme orchestre, chef d'entreprise. Oui aussi, oui, puis par ailleurs quand je marche dans la rue, je suis piéton, quand je pars en vacances, je suis vacancier. Oui, je suis un peu tout. Non, mais évidemment, je suis comme tout le monde un peu tout et Samuel l'a très bien dit tout à l'heure, dans cette logique de compartimentation, je le comprends tout à fait et certaines de mes émissions vont être très drôles, d'autres vont être très informatives, parfois au cours de la même émission. Donc effectivement, je comprends cette logique-là. Moi, pour faire simple, je me définis par l'objet que je produis. Ce sont des streams. Je suis streamer. Après, je veux bien discuter de tout. OK, Voilà. merci. On parlera de l'indépendance économique un petit peu plus tard, durant l'émission. Oui, bien sûr. Peut-être une question pour toi, Justine. Donc toi, tu es journaliste, tu as fait des études de journalisme. Qu'est-ce que c'est pour toi une information? Pour moi, une information, ça va quand même pas mal condenser ce qu'on a déjà dit, mais ça va être quelque chose qui est sourcé, vérifié, où tu vas comparer justement avec différentes sources, si c'est toi en tout cas qui va avoir cette info qu'on te donne clé en main. Et après, l'idée, c'est de te dire que cette info, il faut qu'elle soit claire, intelligible pour tous. En tout cas, moi, en tant que journaliste, c'est le plus important. Et te dire que à la fin, le moment où tu donnes l'info, tu es sûr de toi, tu es sûr de ce que tu racontes. Et aussi, à la fin, ton public a clé en main toutes les infos et tous les tenants et les aboutissants pour comprendre et se faire une opinion, si le public a envie de se faire une opinion. Pour moi, c'est ça une info. Et en effet, ça peut être donné aussi bien par un journaliste qu'un créateur de contenu. Ce qui compte, c'est qu'il y ait tout ça avant et que ce soit pas juste « Ok, j'ai lu ça quelque part, je le rebalance ». Non, il faut comprendre d'où vient l'info. C'est tout ce qui est avant qui fait une information, en tout cas pour moi. Merci. On va peut-être prendre quelques questions. Alors, Framboise, mais si un journaliste de métier ou d'action fait une OP à un moment, est-ce qu'il perd son statut de journaliste? C'est hors de son cadre. Comment prendre alors ses propos? Bon, on va peut-être parler de ce modèle maintenant. Ça fait polémique, Framboise, ce que tu dis, c'est très juste. On a vu des journalistes faire ce qu'on appelle par exemple des ménages. Ménage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait pour un journaliste de se faire un petit peu d'argent de côté en, par exemple, présentant des conférences, des colloques, des réunions publiques, des choses comme ça. Il est arrivé que des journalistes de profession acceptent de faire des ménages pour des entreprises privées. Et ça a attiré le regard de la profession de journaliste et d'autres journalistes qui ont critiqué cette posture-là en disant mais comment peux-tu te prétendre journaliste tout en allant gagner un petit peu de sous auprès d'un acteur privé. Donc en fait, ce que tu dis est intéressant, ça fait débat dans la profession de journaliste depuis très longtemps. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, sur cette ligne floue, nous, les créateurs de contenu, on vous invite à découvrir NordVPN et juste après, on vous informe. Moi, j'ai toujours considéré, par exemple, que c'était un peu plus honnête et sincère que ce qu'on peut voir parfois à la télévision où on sépare très strictement la page pub du journal télévisé. Ah, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois. Ah ouais? Pourquoi? Parce que, tu vois, en fait, la personne qui normalement s'occupe de la publicité n'est pas un journaliste. Donc, en fait, pour le coup, on parle de compartimenter encore là, où ça va être, tu vois, les publicitaires, les marketeurs qui s'occupent de la pub et qui, du coup,
ne sont pas influencés par les Ils journalistes. n'influencent pas les journalistes. Exactement. Par exemple, j'ai une histoire vraiment qui m'est arrivée quand j'étais dans un média plus traditionnel, Vice, où j'avais fait une enquête sur le marketing olfactif, donc le fait d'être Ouais. influencé par les odeurs. Voilà, la petite odeur de croissant chaud, c'est pas vraiment du croissant. Et on avait du coup mis en photo d'article, c'était Subway, évidemment qu'on connaît tous pour l'odeur. Qu'est-ce qu'on a eu tout de suite après? Un petit coup de fil du marketing. On a déjà fait des partenariats avec Subway, est-ce que vous pourriez changer la photo? Et là, mon red chef a dit non. Mais heureusement, parce que du coup, il pourrait y avoir vraiment une embrouille entre les deux. Mais pour moi, tu vois, l'intérêt de compartimenter, c'est aussi pour éviter ce genre de conflit où on se dit, OK, peut-être qu'en tant que journaliste, cette publicité, on en est trop proche, donc on va éviter. Et il peut y avoir de l'autocensure, évidemment. Mais tu vois, c'est ça que je comprends, veux mais pas. je comprends, mais le risque que je pointe, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie à considérer que Évidemment, le journal est autofinancé, que l'argent tombe du ciel. Non, c'est la bien place de sûr. pub d'avant. C'est pas C'est pour indépendant. ça que moi, j'aimerais bien que le présentateur du JT commence son JT en disant merci Volkswagen de sponsoriser ce journal télévisé. Tout de suite, les titres de l'actualité. Tu vois, Bien sûr, non, mais je vois ce que tu veux dire. tu vois, j'ai un peu de la culture web aussi, donc ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'était pour te dire que le Ouais, je suis côté d'accord. compartimenté, tu vois, ça aide aussi aux journalistes de garder un peu, tu vois, de distance et d'indépendance et te dire: «Je peux peut-être taper sur les doigts, de Subway, même si, ils nous ont déjà, financés». Alors peut-être que le lendemain, on n'aura plus jamais de financement de Subway, mais moi, en tant que journaliste, c'est pas supposé être, ce qui me soucie au quotidien, même si évidemment, on sait que dans les faits, c'est pas toujours le cas. Oui, il y a d'ailleurs Carconium qui dit: «C'est absolument pas clairement séparé». Récemment, on a eu l'exemple du reportage TF1 sur la voiture électrique qui était 100 dans la désinformation en faveur du thermique. Oui, alors Mais après, attention, tu ne démontres pas que ça a été payé par oui, des ça c'est un ju journalistes. c'est un jugement éditorial de Carconium qui estime lui, parce qu'il est pas d'accord avec l'information portée par le reportage, que, toi tu estimes que c'est un public reportage. Donc pour connaître l'indépendance de la rédaction de TF1 qui est une rédaction, qui est sérieuse, je crois pas que la rédaction de TF1 puisse être, influencée par la régie pub de TF1 ou par un quelconque, annonceur. Après on peut l'imaginer, mais pour connaître le système de l'intérieur, pour avoir travaillé dans des grandes rédactions publiques ou privées, ça ne marche, pas comme ça. Les journalistes ont plein de défauts, mais ils sont farouchement attachés à leur indépendance. Ils sont même chiants avec ça, hein. Ouais. Mais enfin, faut le dire, en interne, ça gueule. Je veux dire, les journalistes sont syndiqués, les journalistes ont des organes de représentation interne. Si le marketing effectivement commence à vouloir tordre le bras aux journalistes, ça peut monter très vite dans les tours. Après, encore une fois, ça dépend des médias. Ça dépend desquels. Voilà, il y a d'autres Exactement. médias, notamment audiovisuels, ces dernières années, qui ont montré plus de porosité avec des intérêts privés et politiques. Parfois dénoncés par les rédactions d'ailleurs de ces 10 médias, par les sociétés de journalistes qui disent là il y a un truc qui va pas. T'as bien connu ça, toi, en euh, interne à iTélé à l'époque. alors moi je suis arrivé, tu veux dire du temps où. La mobilisation de la rédaction d'ITélé Bien contre sûr. la Moi vache. j'avais quitté juste avant. T'avais déjà Donc quitté, je l'ai pas pardon, connu. autant pour moi. Jean parle de la reprise par Bolloré d'ITélé qui est devenu CNews et moi j'avais quitté ITélé un petit peu auparavant. Mais on a tous des exemples en tête de SDJ qui sont mobilisés contre, pas forcément même un changement d'actionnaire, mais carrément en fait des coups de fil de la régie pub pour dire nous on a un gros annonceur sur telle marque de voiture. Donc là, votre magazine il n'est pas possible de dire ça, quoi. Des SDJ qui on nous a forcé la main et nous on dit non. Mmh. Donc ça, c'est quand même un critère intéressant et c'est pour ça aussi que les journalistes sont un peu, comment dire, très à cheval sur leur statut, c'est qu'une rédaction, c'est aussi quelque chose qui protège. Mais surtout, ce que je trouve intéressant là dans la discussion qu'on a, c'est qu'on parle de l'importance de la publicité dans le financement des journaux et de la presse aujourd'hui, mais il faut quand même se rappeler aussi que, en tout cas dans le monde, une grande partie des journaux ont perdu une énorme partie de leur revenu publicitaire qui est parti sur les plateformes déjà, et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui ont décidé d'être indépendants et au contraire de créer des nouveaux modèles de viabilité, etc., et qui reposent plus sur les abonnements, sur des modèles financiers plus indépendants de la publicité. Donc, je pense qu'aussi dans les médias, il y a des nouveaux courants qui visent un peu aussi à s'éloigner un peu plus de la publicité. Un site comme Mediapart, je crois qu'il n'y a pas de publicité, donc on est d'accord dans Mediapart. Mediapart est un site internet, pardon, à abonnement C'est exclusif, ça. effectivement. Ce qui est rare, c'est un vrai succès pour Mediapart d'avoir réussi à trouver son équilibre économique avec un format qui est difficile. Mais il y en a de plus en plus qui travaillent sur ces modèles et aussi de plus en plus on considère l'information comme un bien public et il y a de plus en plus d'aide à la presse, etc., pour aider justement l'indépendance des médias vis-à-vis des acteurs privés. Et toi, Samuel, comment ton public réagit quand tu fais des collaborations commerciales? Et je sais que tu n'en fais pas partout. Par exemple, sur ta revue de presse, c'est un peu, c'est sanctifié. Super. Oui, alors c'est sanctifié d'abord pour deux raisons. D'abord parce qu'en fait,
moi, jusqu'ici, je me suis dit que c'était compliqué de brander un rendez-vous d'info. Même si, Jean le disait, dans les médias traditionnels, c'est un peu hypocrite, puisqu'il y a un énorme espace pub avant, un énorme espace pub après. Alors oui, il y a une régie pub, donc c'est deux activités séparées. Mais aujourd'hui, donc, moi, je ne le souhaite pas à ce jour, je ne l'ai pas fait encore. Mais quelque part, si je m'engage dans une démarche de rigueur dans cet exercice-là, non influencé par un éventuel annonceur billboard avant, après, je vois pas pourquoi je le ferais pas, en toute transparence. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est aussi un produit qui est plus difficile à brander par une marque parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, si Air France ou, je sais pas, la SNCF vient, sponsoriser ce rendez-vous où je vais parler de la guerre en Ukraine, de la tension au Proche-Orient, du racisme en France ou que sais-je, bon, il va se retrouver, lié malgré lui à des sujets très polémiques. Donc en plus, c'est pas forcément très attirant pour une marque qui va Je confirme. préférer, voilà, Jean, il connaît le sujet parce qu'il est sur une chaîne d'infos. Et il sait que les annonceurs peuvent être frileux par rapport à ça. Donc, à ce jour, moi, je ne le fais pas. Voilà. Mais je ne dis pas que demain, de la même manière qu'une chaîne a des pages pub avant et après, ben, si je reste dans une démarche de rigueur et de transparence quant à mon travail dans ma démarche journalistique sur la revue de presse, par exemple, moi, je n'exclus pas qu'à un moment, ça puisse être brandé, billboardé. En revanche, et tous les streamers, les youtubeurs, les créateurs de contenu le savent, quand tu commences à avoir des rendez-vous un peu produits qui demandent des moyens sur une chaîne, Twitch par exemple, un réalisateur, parfois un ingé son, une graphiste, un monteur, etc., ben, il te faut des moyens, voilà, pour faire vivre cette petite entreprise. Et ces moyens, ben, les abonnements, les subs de Twitch n'y suffisent pas. Donc il faut que tu trouves des budgets pour t'aider à t'accompagner à ta chaîne. Et là, effectivement, il faut que tu cherches des sponsors, mais c'est la condition sine qua non pour produire ces rendez-vous de plus en plus ambitieux finalement. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que, par exemple, Hugo, avec lequel je collabore, il a trouvé une solution qui, je trouve, est assez maligne. En gros, lui, tous ses sponsors, en fait, c'est jamais présenté par sa personne en tant que telle. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a fait 2 reportages en Corée du Sud il y a quelques mois, qui sont sponsorisés, du coup, par une banque un peu écolo. Et on a un moment, en effet, un peu un instant pub, sauf qu'il n'y a pas Hugo qui présente cette sponsor, et c'est pas sa voix off non plus. Et du coup, ça donne vraiment, c'est marrant parce qu'on retourne C'est une un page peu, de pub alors. c'est ça, on retourne un peu sur la télé classique. Et je trouve ça, enfin, moi, ça me dérange moins. Mais c'est peut-être aussi parce que justement, je viens du côté journaliste traditionnel, ce genre de choses. Mais je trouve que ça lui permet un peu de s'éloigner, on va dire, de la sponsor. Et après, on revient sur Hugo et sur le sujet. Après, c'est malin, mais on est d'accord que c'est un tour de passe-passe. Hein. Évidemment. Alors, hein. Non, mais oui, c'est smart. Oui, bien sûr, c'est smart. Il garde une virginité, en tout cas d'image. Et non, mais oui. C'est encore en phase de test, d'après ce que j'ai compris aussi. On va voir si les annonceurs vont poursuivre ce type de partenariat. Ça peut ne pas marcher vu que c'est pas la... Tu n'as pas forcément envie de payer de la même manière si c'est présenté par Hugo. Moi, si c'est pas Hugo, je paye pas. Hein. Et oui, c'est le Non, mais tu vois, Non, mais je suis je d'accord. préfère d'avoir la tête du mec qui est suivi par des millions de personnes plutôt que la voix off d'une fille que tu connais pas, où là, ça fait vraiment en effet instant pub et tu te dis, bah, dans ce cas-là, je vais peut-être aller sur la télé classique plutôt que. Mais après, ce qui est important, c'est l'honnêteté et la transparence du porteur du message. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un créateur de contenu. Il dit voilà, moi je suis payé, j'ai un budget de telle marque, de telle entreprise pour vous parler de tel jeu, par exemple. Et je lui dis voilà, donc c'est clair. Bon, bah, le viewer, s'il a un minimum d'intelligence, il va comprendre que le message, c'est un message à caractère publicitaire. C'est-à-dire que le streamer va pas faire un stream de 3 heures sur le 10 jeux en disant ce jeu, c'est une daube absolue. À minima, il va dire que c'est sympa, ça se joue, il va plutôt le conseiller. Bon, mais c'est transparent. Donc, il faut de la transparence, de l'honnêteté. Et si demain, un créateur de contenu d'info propose un contenu d'info sponsorisé, eh bien, il faut absolument qu'il arrive à montrer qu'en aucun cas, l'apport financier du sponsor vient influencer la rigueur et l'honnêteté, la démarche journalistique de son message. Mais je pense que c'est pas forcément toujours vrai que toi, tu es positif dans le sens de dire que si la personne a un minimum d'intelligence, elle va être capable de distinguer. On a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y en a beaucoup qui C'est pas sont le cas. pas capables, que c'est pas le cas. Malgré le fait qu'au début, en disant je remercie machin, qui. Moi, je pense que pour Je rappelle d'ailleurs que la loi est intervenue justement pour aider dans ce sens-là. Ouais. Voilà, c'est désormais obligatoire d'écrire collaboration commerciale ou exactement, publicité. parce que les gens n'étaient pas Pendant- capables. Hein. Pendant l'émission,
dans le Et titre en fait, de le problème, c'est que l'émission. c'est ni toi ni moi dont on parle. C'est ça le truc, c'est que toi et moi, bien sûr que les gens font la part des choses parce que nous-mêmes, on a l'honnêteté d'être à peu près transparent. Cette loi, elle a été votée pour les influenceurs de télé-réalité d'Instagram qui effectivement faisaient n'importe quoi. Ouais. Qui mélangeait tout. Qui mélangeaient tout, qui mentaient, qui présentaient des produits sans dire que c'est des produits, etc. Donc voilà, en fait, c'est d'ailleurs un des problèmes de cette loi sur les influenceurs qui pénalise l'ensemble de la filière parce qu'il y a quelques canards boiteux qui. Mais cette loi, elle a Et fait du bien il y en d'ailleurs. a quand même beaucoup, je Elle trouve. a fait du bien cette loi d'ailleurs. Elle a fait du bien cette loi. Mais c'est intéressant ce que tu Mais elle dis. n'est pas forcément au niveau global, c'est pas le cas. Il y a énormément de pays où c'est pas encore le cas et où justement, nous, on voit qu'il y a une énorme confusion et que beaucoup des personnes qui sont en ligne sont incapables de distinguer qu'est-ce qui ressort du journalisme et qu'est-ce qui ressort de la publicité. C'est pour ça que le Clémy a fait aussi des cours en ligne pour les jeunes pour bien distinguer information et brain content. Mais tu vois, même dans le journalisme, c'est pas clair, tu Non. vois. Le nombre de médias où c'est écrit publi-rédaction en tout petit, déjà le nombre de personnes qui ont conscience de ce que c'est une publi-rédaction, et puis le principe même de copier un article, tu vois, où tu as un titre, un chapeau, ce genre de choses, un style, c'était fait pendant un temps par que des journalistes, alors que pareil, on parle de carte de presse, normalement, t'as pas le droit de faire de la pub en même temps que du journalisme. Et moi, je l'ai fait quand j'étais pigiste parce qu'en fait, t'es 1000 fois mieux payé qu'une enquête qui va durer 6 mois. Et là, pareil, en fait, les gens, ils vont tomber sur un article en fait qui a été payé par Netflix pour parler de telle série. Tu dis c'est du journalisme culturel, alors qu'en fait, non, c'est une publi-rédaction. Pareil, ça pose énormément de soucis. Oui. Et les marques, vas-y, dis. Non, et on peut tous tomber dans le panneau. Moi, la première, je pense qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article comme ça, et après coup seulement, et je me dis quand même, je suis spécialiste d'éducation aux médias, et malgré ça, moi-même, il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser, ah mais en fait, c'est du publi-reportage. Parce c'est que clair. c'était pas Parce que c'était la même police, Bien parce sûr. que c'était en fait sexuel d'une manière pour induire, entre guillemets, je pense que c'est un peu fait pour induire en erreur. Et pareil, pour m'autocritiquer, où on parlait de compartimenter marketing et journalisme, des fois, ça pose souci justement parce que des journalistes n'ont pas regardé ce qu'il y avait comme pub. Je me souviens très bien, il y a quelques années, mais un truc de dingo. Xi Jinping, donc président chinois, était à Nice. J'ouvre tous les journaux, j'étais en rédaction, donc je prends Figaro, Libération, Le Monde, et je vois en fait un supplément sur un peu les relations franco-chinoises. La Chine, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je prends le supplément en me disant, je vais le lire plus tard. Je vois la même chose dans d'autres quotidiens. Je me dis, c'est quoi ce délire? On voit en fait que du coup, une agence chinoise s'était payée les plus gros quotidiens nationaux pour avoir quand même du coup un supplément, ce qui lui coûtait très très cher. Et le soir même, il y a eu l'Œil du 20h qui avait fait une enquête dessus et qui avait déterminé que l'agence n'existait pas. Donc personne n'avait fact-checké ce qu'il y avait dans ce supplément qui s'était quand même payé une place dans les grands journaux. Et même moi, en tant que journaliste, pendant 5 secondes, je pensais que c'était des articles. Et il y avait même une fausse interview de Raffarin dedans. Mais c'est Il y a les sacs. T'as identifié publi-reportage Tout petit, tu vois, c'est tout en soi. Bref, je dis Je précise d'ailleurs pour nos viewers que cette émission n'est qu'un vulgaire panneau publicitaire pour Métamédia, le blog de France Télévisions, le blog média de France Télévisions. Allez lire ce qu'ils écrivent, c'est passionnant. Suivez-les sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Voilà, c'était la sponsor. Merci, Jean. On va peut-être parler des résultats du sondage. Donc, les résultats sont sortis. Donc, 48% des sondés s'informent via les réseaux sociaux, 30% via la télé et la radio, 21% sur Twitch, 1% ne s'informent pas, bien sûr, 0% pour les podcasts. Vraiment, certains sur le podcast ont fait remonter. Oui, il n'y avait pas la presse écrite, c'est vrai. On aurait peut-être dû mettre la presse écrite. Les journaux, putain, mais Samuel qui fait du Il y lobbying. avait pas une ligne un peu média traditionnelle, non? C'était journaux. Il y avait télé et radio. Effectivement, on aurait pu mettre un peu plus. Donc voilà, c'est sans surprise, n'est-ce pas? c'est les mêmes chiffres en fait que ce qui ressort de toutes les études plus ou moins globales actuelles qui montrent les changements des manières de s'informer, surtout chez les jeunes, et que la majorité s'informe sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, une plateforme comme TikTok, c'est la première source d'information chez les 12-15. La question que je me pose, et j'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est 18-30 ans aujourd'hui qui majoritairement consomment l'information sur les nouvelles plateformes? Est-ce qu'à un moment, ils vont se tourner en vieillissant Qui vont changer ils vont retourner vers les médias traditionnels, consommer du JT, consommer de la presse quotidienne? Pas. Oui, Je n'aurai la c'est- réponse à Ils vont revenir devant la télé. Bah, ça dépend aussi comment vont s'adapter les médias traditionnels à cette nouvelle, parce que les médias traditionnels sont aussi en train de changer, ils sont de plus en plus Bah ouais, sur les c'est réseaux. ça que j'ai toujours un peu de mal avec Bah, cette manière de causer réseaux sociaux et médias traditionnels, c'est que s'informer sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup Bah, s'informer par les médias traditionnels. sur les réseaux D'accord,
il y a des marques de référence, Le Monde, France Télévisions, Le Figaro, Libération. Enfin voilà, il y a des marques comme ça qui nous informent sur les réseaux sociaux. Donc, je suis toujours un peu gêné quand on nous pose. Oui, mais en même temps, ils ont mis du temps à se mettre sur les réseaux, quoi. Par exemple, Le Monde, etc. Ils ont été beaucoup plus tard sur TikTok que les Oui, journalistes. Et souvent, les jeunes, quand on leur pose la question comment vous vous informez, ils vont dire sur les réseaux sociaux, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils lisent de la presse écrite sur les réseaux sociaux. Il y a eu des études qui ont été faites notamment par Anne Cordier, que je vous invite à suivre intéressant. régulièrement. On va peut-être aussi, dans un autre, on va peut-être changer de thème, on va parler de la carte de presse parce que ça reste un sujet important. Donc, c'est un petit bout de plastique qui sert à dire qu'on est journaliste. Samuel, tu l'as eu par le passé, Ouais. maintenant tu l'as plus. Numéro 79 de Solvay. On se souvient de ce numéro de ta carte de presse à vie. Hein. C'est un numéro important. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, Ouais. à quoi ça sert et qu'est-ce que ça a changé pour toi ou pas? Bah moi, Donc, voilà. journaliste, c'était un rêve d'enfant, c'était une vocation. J'ai toujours voulu être journaliste. Donc, ma première carte de presse, qui à l'époque n'était pas un bout de plastique, mais un bout de carton, un vieux machin, ça semblait une vieille carte de police des années 20, tu vois. C'était drôle. Et donc numéro 79-225, puisqu'on garde le même numéro toute sa vie, même s'il faut tous les ans redemander une nouvelle carte. Hein. C'est pas un statut à vie, le journalisme, et c'est très bien d'ailleurs. Et donc, je l'ai eu à partir de 94-95 pour mes débuts de journaliste. Je l'ai gardé très longtemps. Et puis un jour, parallèlement à mes activités de journaliste pour France Info, bien, j'ai accepté d'animer Question pour un champion. Et là, il y a une règle, et c'est une très très bonne règle d'ailleurs, de la commission de la carte professionnelle des journalistes, qui est, pour être journaliste, il y a plusieurs critères. Il faut travailler pour un organisme reconnu comme un organe de presse par la commission de la carte. Il y a des critères qui sont assez stricts, me semble-t-il. Et il y a un critère qui est, il faut que 50% des revenus soient issus du journalisme. Or, Question pour un champion me payait mieux que mon activité de journaliste. Donc très très vite, au bout de quelques semaines, la commission de la carte m'a écrit en me demandant de prouver que la moitié de mes revenus venaient toujours du journaliste, ce que je n'ai pas pu faire. Donc j'ai perdu ma carte il y a 9 ans. Pendant ce temps, des rédactions Europe 1, France Télévisions continuaient à me considérer comme un journaliste. Et d'ailleurs, sur ma fiche de paie, c'était marqué rédacteur en chef. Et donc c'est intéressant de voir que la carte est un signe du journalisme, mais n'est pas un signe absolu, puisque moi j'étais considéré par mes confrères de France Télévisions ou d'Europe 1, donc des rédactions très installées et très, très rigoureuses, comme un journaliste, même si je n'avais plus la carte. C'est juste qu'un critère faisait que en fait, la moitié de mes revenus ne venait plus du journalisme, et ces mêmes confrères estimaient que le fait d'animer Question pour un champion ne mettait pas en danger l'investissement, la rigueur que je pouvais mettre par ailleurs dans mon travail de journaliste, puisque ce sont deux choses que je compartimentais. Voilà, donc je n'ai plus ma carte depuis longtemps. La première fois que je l'ai perdue, ça m'a fait un petit quelque chose, parce que c'était pour moi, elle me servait à rien hein, concrètement, puisque comme Jean le disait tout à l'heure, une carte de presse, ça sert surtout aux journalistes de terrain Ouais, pour faire preuve de leur statut en disant je suis bien journaliste à des policiers, à des manifestants, peu importe, voilà, sur le terrain. Moi, je ne suis pas un journaliste de terrain, je n'ai pas besoin de la carte. Mais c'était un symbole d'appartenance à un groupe qui me dépassait, qui était ce groupe pour lequel j'ai de l'admiration et du respect, qui est le groupe des journalistes. Bon, je me sens toujours journaliste ou dans une démarche journalistique, mais je n'ai plus ma carte de presse depuis bien longtemps et je pense que je ne vais jamais la récupérer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça pose la question du statut des créateurs de contenu d'information. C'est-à-dire, est-ce que demain, certains créateurs de contenu vont demander à avoir la carte? Je ne sais pas si Hugo Décrypte, par exemple, qui vraiment fait un travail journalistique, là, je ne sais pas s'il a la carte. Voilà. Non, son équipe a la carte de presse. C'est ça. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être directeur, chef d'entreprise et en même temps du Non, mais ces équipes, je les... tous ces équipes. Mais ça a été un travail Parce qu'il me semble... De local. Mais de lui créer un site internet pour pouvoir avoir la carte au départ. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle ils l'ont demandé, c'est parce qu'ils n'avaient pas forcément accès, ce qu'on disait, à différentes, par exemple, à des réunions politiques, accès à l'information, en fait. Après, la commission de la carte de presse est, enfin, s'il vous plaît, donnez-moi ma carte de presse, hein, mais est un organe quand même relativement vieillissant, qui a du mal à s'adapter aux nouveaux formats, aux nouvelles plateformes, et qui avait aussi un problème avec le fait que Hugo travaille principalement sur YouTube, que ce soit souvent lui qui présente uniquement et qu'on voit très rarement ses autres journalistes, son équipe. Donc c'était tout un contexte où en fait c'était la première fois qu'on avait quelqu'un de ce type-là qui était sur YouTube. Et il y avait la question de est-ce qu'on lui accorde ou pas la carte de presse, et ça a été un débat où chaque année il faisait la demande et ça a été très compliqué. Je l'ai dit très poliment, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'aurais dit beaucoup moins poliment. Après, la carte de presse, je pense que le débat aussi en France, c'est qu'elle conditionne l'accès aux aides à la presse, non?
Non, parce que tu as des aides à la presse en tant que structure de presse, en tant que, par exemple, publication presse papier à faible revenu publicitaire. C'est pas le fait que tu détiennes la carte ou pas qui va garantir ton accès à ces subventions-là. OK. Non, je pense pas. Par ailleurs, l'un des financeurs, pour de la création de contenu sur internet, en tout cas audiovisuel, c'est le CNC. Le CNC se fout complètement de C'est la ces carte de histoires de presse. statut et de carte de presse ou pas. Donc Mais nous, dans les standards internationaux, en tout cas, on fait pas du tout la promotion du système de licence, enfin de donner des licences aux journalistes, ni leur donner des cartes de presse, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est un système qui peut fonctionner de manière extrêmement discriminatoire et qui peut se retourner contre les journalistes, et notamment dans les pays plus autoritaires où le journalisme est extrêmement contrôlé. Et du coup, ça permet, si on a un système de licence, d'empêcher certaines personnes de travailler librement, et notamment chez les journalistes. Donc nous, c'est vraiment pas quelque chose dont on fait la promotion. Et quand on regarde ce qui se passe dans les pays où c'est mis en place, on dit que ça doit répondre vraiment à des critères précis et ça doit permettre de répondre au large éventail, encore une fois, de personnes qui font du journalisme et pas exclure, mais plutôt essayer, au contraire, d'inclure. il y a quelqu'un qui demande si c'est international le système de presse. La réponse est non. Non, justement. C'est un peu le système français d'ailleurs. C'est pas que franco-français, il y a beaucoup de pays, mais ça, je suis désolée, il y a malheureusement aussi beaucoup de pays où le système de carte de presse, à l'inverse de ce que tu disais, Jean, qui permet d'aider les journalistes qui sont sur le terrain d'accès à l'information, au contraire, il est utilisé pour empêcher les journalistes de travailler. Oui, et tu as aussi t'as des pays par ailleurs où la carte de presse est distribuée par le pouvoir. Exactement, C'est un c'était énorme justement dans problème. voilà, Voilà, ce n'est pas le cas en France, hein. Ce n'est pas un truc gouvernemental, c'est Mission pas un truc indépendante. administratif. Non, c'est un truc autonome, par organisé. État. Le comité de la carte, effectivement, qui s'occupe de ça, qui n'est pas exempt de critique, mais au moins il a le mérite de ne pas être lié au gouvernement. C'est pas l'État qui C'est pas l'État critère qui d'attribution. Ah non, c'est surtout pas l'État qui détermine qui est journaliste ou pas. Mais en fait, c'est aux citoyens de le dire. Alors, c'est un travail. Et là, on en vient à l'éducation aux médias. Et c'est un travail énorme pour le citoyen. Mais moi, souvent, le matin, quand j'ai une partie de mon public qui n'est pas familier de l'information et qui me demande, mais alors Samuel, c'est quoi une bonne source d'information? Et je leur dis, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai une réponse, voilà la mienne, mais c'est celle de Samuel Etienne. Moi, par exemple, je professe que la presse quotidienne nationale en France est une bonne source d'information. On a la chance d'avoir une presse de qualité, pluraliste. Je la promeus, je la vends parce que j'aime bien la lire. Mais c'est ma proposition. Mais je leur dis, vous, en tant que citoyen, pour être un citoyen éclairé, pour participer au débat citoyen et par exemple, au moment des élections, essayer de choisir en conscience par quels acteurs politiques peut être incarné le futur de notre pays, vous devez vous tenir informé, c'est votre devoir des citoyens. Mais auprès de quels médias? C'est à vous de faire ce travail, d'aller par vos lectures, par ce que vous allez regarder, écouter, définir si vous estimez qu'une source, elle est fiable ou pas, elle est rigoureuse ou pas. Et donc, je leur dis, pour ça, il faut picorer. Ne lisez pas le même journal tous les jours. Voilà. Vous êtes un abonné au Figaro, lisez Libération de temps en temps, lisez l'UMA de temps en temps, et inversement. Voilà. Et changez de... Voilà, et vous verrez qu'à un moment, certains médias sont rigoureux, d'autres moins honnêtes, d'autres moins transparents, d'autres moins sujets à la critique, d'autres moins indépendants, d'autres moins. Alors, mon souci par rapport à ce discours, c'est que c'est un énorme travail. Les gens ont du boulot, des études, des enfants, des passions. C'est vrai, c'est vrai. Et je leur demande de consacrer, en fait, c'est plusieurs heures par jour, à un travail mais qui peut faire ce travail? Moi, je n'aime l'idée que l'État puisse dire ça, c'est des bons médias, et ça, c'est des mauvais médias, c'est pas possible. L'idée qu'une commission, quelle qu'elle soit, dise ça, c'est des bons médias, ça, c'est des mauvais médias, c'est très problématique aussi, selon quels critères. Hein. Et alors, finalement, c'est aux citoyens de faire ce travail, mais ce travail, il est énorme. Donc, je sais pas, Jean. Toi, tu le fais déjà le matin quand tu fais des revues d'actu. En fait, tu fais partie, mais comme moi, on fait partie des gens qui accompagnent cette information. Vous n'avez pas effectivement 12 heures par semaine à accorder à votre lecture des médias. Bon, Samuel et moi, sur Twitch, on va vous accompagner dans votre découverte de l'actualité du jour ou de la semaine. Hugo fait exactement ce travail-là aussi. Donc, il y a aussi ça. Et puis, par ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi sur la nécessité de la diversification des sources d'information. Moi, je dis aussi assez souvent, notamment quand on est sur Internet, qu'il y a des médias de référence et c'est pas pour rien. L'AFP, ça vaut quelque chose. C'est pas acheté par la fenêtre. C'est quand même des gens sérieux qui savent travailler. Ça vaut, en termes d'information, un peu plus que le tweet non sourcé d'un compte anonyme. C'est débile ce que je suis en train de dire. Oui, mais parfois ça mérite de rappeler quand même parce que, notamment, moi, mon sujet, c'est la politique. Et quand on est pris dans l'émotion par la politique, on peut avoir tendance à accorder de l'importance à des trucs qui sont soit pas vrais, soit franchement biaisés. Donc voilà.
Les médias de référence, c'est des médias de référence, donc ça a le mérite de s'imposer un tout petit peu quand même dans le paysage politique, dans le paysage médiatique de votre information. Surtout sur les réseaux où tout est au même Bah niveau, ouais, tu vois, surtout X, depuis la surtout nouvelle X, mais algo, c'est ce genre surtout de choses. X. Et Serge Barbet, qui est dans le chat, nous dit l'éducation média et à l'info vise justement à développer une lecture critique des médias, quels qu'ils soient. Ah, bien sûr. Et Ça, c'est bravo à vrai. tous les profs d'ailleurs Ouais, qui font ça, ça. c'est à saluer, hein, parce qu'à mon époque, ça n'existait pas, ça, hein, évidemment, hein, mais le début d'éducation aux médias, de sensibilisation à tous ces sujets qui commencent dans les écoles, avec le Clémy notamment, avec les profs, avec certains journalistes qui se déplacent sur place, on assiste au début de ça, et ça, c'est formidable, parce qu'on donne des clés aux adultes de demain pour avoir un esprit critique, finalement, et à chaque fois qu'ils reçoivent un message à caractère informationnel, le questionner. D'où vient-il? Quel est l'organe qui le diffuse? Est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il est signé? Est-ce que je donne déjà une signature en bas d'un article, si c'est pas un pseudo totalement aléatoire, c'est déjà quelque chose. Quelqu'un qui engage son nom sur une démarche d'honnêteté, de vérité. Et donc, que tout ça commence à être finalement enseigné à l'école, je trouve ça formidable. Je rappelle qu'on est en collaboration avec le Clémy aussi, donc merci à eux pour cette émission. Clémy qui s'occupe de l'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Merci de le préciser. Ouais. On a un petit commentaire de Framboise. Il y a beaucoup de jugements de certains selon le média pour t'informer que tu utilises, ça donne moins envie après. Est-ce que c'est quelque chose... Ah, tu veux dire que tu es discriminé en fonction des médias que tu suis? Voilà, c'est ce que je comprends du commentaire. C'est bien ça, Framboise? Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Par exemple, quand je parle de Libération, j'ai toujours une minorité de mon chat qui dit « Ah oui, ce journal de gauchiste ». Et puis après, je vais dire « Bon, maintenant, je lis le Figaro ». Et puis j'ai une autre partie du chat qui dit « Ah oui, ce journal de vieux droitard ». Tu vois, donc à partir du moment où tu consommes un média, parfois tu te dis regarde, c'est pour ça que je dis aux gens, mais en fait, lisez. Lisez, enfin, diversifiez vos sources, en fait. Parce que, en fait, ces deux journaux que je viens de citer sont d'excellents journaux, qui en plus ont l'avantage d'avoir une ligne éditoriale qui est sur la table. Voilà. Le Figaro est un journal de droite conservateur, c'est un mystère pour personne, et il ne le cache pas. En tout cas, les éditos du Figaro sont des éditos de droite. Après, quand vous lisez avec attention le Figaro, vous allez voir que dans le Figaro, il y a des sensibilités qui s'expriment, mais parfois, parfois, ça m'arrive de lire le Figaro et sur le même sujet, de trouver un édito très orienté, on va dire, à droite, et un article un peu plus loin qui avait une sensibilité très, très Et différente. puis il y a des spécialités aussi. Le Figaro a une spécialité sur l'économie. Les pages saumon du Figaro, pour ceux qui ont connu ça, c'est quand même, là aussi, c'est une référence. Mais au moins, L'économie, c'est quand même pas rien. la ligne, Libération, c'est plutôt. la ligne, elle est affichée. C'est-à-dire que Libération ne se cache pas d'être un journal de gauche. La Croix, un journal pétri de valeurs humanistes qui viennent du catholicisme. L'Humanité, long compagnon de route du Parti communiste, même si les liens sont coupés avec le parti. L'Opinion, clairement un journal hyper libéral, très proche des grandes entreprises, etc., etc. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est pas tant que le journal ait une ligne éditoriale et qu'il ait une forme d'engagement et une grille de lecture, c'est qu'elle soit visible. Et donc, on sait qui nous parle finalement. Mais je suis pas sûre. Enfin, là, je suis sûre que, bien sûr, dans la réponse enfin, dans la réaction sur le chat qui est donnée je suis pas certaine qu'il fasse uniquement référence au jugement par rapport aux médias traditionnels qui sont en train de lire. Mais il y a aussi un jugement, je pense, des générations plus anciennes qui jugent la façon dont les jeunes s'informent Oui. et qui ont tendance à considérer qu'il y a des manières de s'informer qui sont beaucoup plus légitimes que d'autres. Plus Et en fait, voilà. Et non, et en fait, Bah oui. qui considèrent que les jeunes, qu'il y a une façon légitime de s'informer, il serait de lire les médias traditionnels, de lire la presse écrite, de regarder le journal télé, d'écouter la radio, et que par contre, tous les autres nouveaux médias, etc. Et par exemple, Twitch, je suis sûre, pour plein de parents, c'est pas forcément obligatoirement une manière légitime pour les jeunes de s'informer. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi ça ce qu'il disait dans son commentaire et qui montre qu'il y a une assez grande fracture qui est en train de se créer entre les différentes manières de s'informer Et c'est même chez les jeunes. C'est même ce qu'on disait vis-à-vis des journalistes. Je veux dire, on le vit tous les deux, je pense. Quand tu parles avec certains journalistes et que tu dis ce que tu fais, enfin, tout le monde sait ce que tu fais, évidemment, mais tu sens des fois un petit regard un peu critique, très journaliste élitiste pour certains, je trouve, quand tu dis que tu travailles dans le monde de YouTube, sur Twitch, ce genre de choses. Tout comme, en effet, tu vas avoir des parents qui vont pas comprendre pourquoi leur Dans enfant deux cas, c'est de la s'informe. méconnaissance. Que si ces parents, si ces journalistes traditionnels connaissaient la réalité du travail de création de contenu à caractère informatique sur Internet, ils se rendraient compte que en fait, les démarches sont très, très proches. C'est de la méconnaissance. En fait. Bien sûr. Alors, on a un petit commentaire de Classe Média Balzac 2024. Peut-on dire que la majorité des influenceurs diffusent de fausses informations? Eh ben, Alors, Peut-être Adeline? ouais,
Non, la majorité des influenceurs ne diffusent pas forcément des fausses informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait une étude dans le cadre de notre initiative sur l'éducation aux médias et le travail sur l'information avec les influenceurs. On a fait une étude qu'on est en train de finaliser et qu'on va diffuser d'ici à la fin du mois. On a fait ça à travers le monde, 50 pays, plus de 500 créateurs de contenu. Et on a regardé un peu avec eux quelles sont leurs motivations, leur façon de travailler, les défis auxquels ils sont confrontés, etc. Et ce qui nous a vraiment surpris, c'est les chiffres par rapport à leur façon de vérifier l'information. Et alors, juste un chiffre, non deux. Le premier, c'est que 42% de ceux qui ont répondu sur les 500, leur façon de vérifier la véracité d'une information des faits, c'est le nombre de likes. Et la deuxième chose, c'est ouais. Et la deuxième chose, c'est voilà. Et la deuxième chiffre, c'est que 62% de toutes les personnes qui ont répondu ne font pas de fact-checking. Donc, ils ne vérifient pas l'information avant de la partager. Donc, forcément, si on a conscience de ce genre de résultats, on ne va pas être surpris que, bien sûr, il y en a beaucoup qui partagent des informations non vérifiées et donc qui vont partager de la désinformation et donc ils vont faire de la misinformation, le fait de C'est partager. clairement des réflexes aujourd'hui qui ne sont pas encore intégrés. Aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des adultes et des jeunes en France n'ont pas ce réflexe, quand ils reçoivent une information, de se poser la question de la source. Je le constate au quotidien. Le chat de la matinée tienne, de la revue de presse, c'est un moment d'échange. J'émets des infos et en face, on me propose des informations ou des regards différents sur la même. Parfois, je vois pop des infos dans le chat un peu étranges. Je lui dis: «C'est très intéressant ce que tu dis, mais moi, je ne suis pas au courant de cette information, allons la vérifier». Et donc la personne me donne la source ou je trouve la source et on se rend compte que la source, elle est totalement, Elle vaut rien, hein. elle ne vaut rien. Et donc j'explique: «Tu vois, là, par exemple, tu aurais dû te» et il dit: «Ah oui, mais je n'avais pas vérifié». Et je lui dis: «Bah oui, mais tu vois, tu viens de proposer à des milliers de personnes une information dont tu affirmais la véracité, hein, je veux dire, moi j'ai vu que, j'ai lu que, Ouais. voilà, et tu ne t'es pas posé la question de la véracité, de la vérification de ta formation». Donc ensemble, on a fait ce travail, on s'est rendu compte qu'elle était erronée, fausse, ou orientée. Mais en fait, avant de la proposer, tu aurais dû faire ce travail toi. Ah, mais surtout, en plus, le nombre de likes pour vérifier comme déterminant, comme critère d'une véracité d'information. Aujourd'hui, on sait avec l'économie de l'attention, les bulles de filtre, etc., ça explique énormément le fait qu'on a tellement, qu'on peut ensuite avoir tellement de désinformation. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire et c'est pour ça que nous, on a commencé à travailler sur cette formation et proposer des cours aux créateurs de contenu et aux influenceurs. Alors, une question de beginner. Comment on entend souvent et de plus en plus d'influenceurs se revendiquer journalistes? J'aimerais ça et comprendre comment l'ensemble des journalistes sont intégrés dans le véritable milieu des journalistes. Qui veut y répondre? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Tu veux dire les influenceurs, comment ils sont intégrés dans le milieu des journalistes? Oui, on en a un petit peu parlé plus tôt dans l'émission. Peut-être? Considéré, oui, on en a un petit peu parlé plus tôt dans l'émission. Il y a les journalistes, tu sais, c'est grand, hein, pareil, c'est pas homogène, hein, le milieu des journalistes. Ouais. J'aime pas non plus beaucoup, hein, cette Mmh. espèce de vision très, c'est tous les mêmes, ils se connaissent tous. Non, 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 pas du tout. Le journaliste, il y en a quand même beaucoup, très différents les uns des autres. Tu des vieux croutons qui ont du mépris paternaliste pour ces petits jeunes qui font des conneries sur YouTube et sur les applications mobiles. Ouh là là, quelle vulgarité. Ça existe. De moins en moins, parce que les rédactions elles-mêmes se renouvellent de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes dans les rédacs qui sont des enfants de la culture web, qui ont donc un rapport assez différent à ça. Tu as aussi, et j'en ai vu, des journalistes qui ont une espèce de fascination béate et un peu naïve pour les influenceurs en disant: «Ah, ils sont extraordinaires, tout ce qu'ils font, c'est génial». Ouais, bon, ouais, allez, s'il te plaît. Donc voilà, et comment te dire? Je suis désolé, hein, ça fait très, très, très normand comme réponse, hein. Il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger dans ce que je dis, mais c'est ça, il y a pas vraiment de réponse unanime. Il y a des rapports très différents des journalistes vis-à-vis des influenceurs et des influenceurs vis-à-vis des journalistes. Il y a des influenceurs qui prétendent, être beaucoup plus intelligents et mieux faire que les journalistes parce qu'ils ont tout compris à internet, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et vous allez voir ce que vous allez voir, on est meilleur que vous, ça existe. Il y a d'autres influenceurs qui, s'auto-censurent et ont très, très peur de participer à faire de l'information parce qu'ils ont peur, n'étant pas journalistes, n'ayant pas fait d'études de journalisme, ils ont peur de pas être validés par le milieu et cetera. Donc tu vois, aussi chez les influenceurs, t'as des rapports un peu ambivalents, au métier de journaliste. Il y avait une réaction super intéressante, mais qui est disparue de l'écran, mais qui disait qu'il y avait les fausses informations étaient plus sexy, je crois, et qu'elles étaient plus partagées. Et en effet, oui, il y a pas mal d'études qui montrent qu'une fausse information est partagée 7 fois plus que des faits vérifiés.
En effet. Mais je trouve que Jean vient de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel. En fait, on aime bien mettre des étiquettes sur les choses parce que c'est important d'ailleurs en fait, mettre une étiquette sur quelque chose, c'est la penser, c'est la caractériser, la définir et la mettre dans une boîte en disant ça, c'est ça. Le problème des étiquettes, parfois, c'est que c'est très large et très flou. Quand dans une phrase, il y a les médias, ça veut rien dire, les médias. On va dire, ah oui, mais moi je le sais tous les jours dans mon chat. Ah oui, mais les médias, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que François, ancien grand journal devenu vaguement un blog complotiste, c'est un média? Est-ce que donc tu mets CNews par exemple, les sa ligne éditoriale et Le Monde, c'est la même chose, c'est les médias? Non, tu vas non, alors les médias ça veut rien dire. Les influenceurs ça ne veut rien dire. C'est un gars installé à Dubaï qui va te vendre des AirPods fabriqués en Chine 10 fois le prix. Et Jean Massier, c'est la même chose? Bah non, donc ça veut rien dire. Donc les étiquettes, c'est très très bien, mais sauf que moi, au quotidien, je lis ah oui, mais les médias, ah oui, mais les influenceurs. Le problème, c'est qu'en fait, cette phrase ne veut rien dire, et il faut accepter, mais c'est un travail intellectuel de rigueur là encore, de rentrer dans la finesse en distinguant. J'en rappelle, les journalistes en France sont très divers, et c'est même un métier où entre nous-mêmes, on est assez critique. On dit voilà, moi j'aime pas la façon de travailler de ce journaliste, de cette rédaction. Et en fait, c'est plein de chapelles, plein de petits mondes, de gens qui se regroupent selon leurs affinités. Mais dire ce que je lis au quotidien, les journalistes, parfois les journalopes, des choses un peu comme ça, les merdias, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça ne veut rien dire? Allons dans le détail, critiquons la façon de travailler de ce média, de ce journaliste, de ce créateur de contenu. Critiquons, c'est-à-dire portons l'esprit critique sur son travail. Mais ces étiquettes qui sont rassurantes et qui finalement permettent de ne pas trop s'interroger, on se dit ah mais moi je ne consomme pas les médias parce que les médias nous mentent, parce que les médias appartiennent à tel ou tel. Cette phrase ne veut strictement rien dire. Elle permet juste de ne pas faire de se dédouaner de l'effort de s'informer pour être un citoyen Il éclairé. y a beaucoup d'hommes politiques qui ont contribué à cette image négative des médias aussi, parce Ça, que je m'arrange et donc justement, nous, quand juste le terme fake news qui a été popularisé, nous, par exemple, à l'UNESCO, on ne l'utilise pas parce qu'on dit que ça contribue à décrédibiliser les médias Ah oui. et que ça donne vraiment une façon, enfin, c'est une attaque frontale pour le travail qu'ils font. D'ailleurs, Vas-y. non, mais d'ailleurs, je le dis parce que je l'ai vu aussi dans le chat et c'est intéressant. La posture critique est une bonne posture. C'est une posture intellectuelle. C'est une posture qui permet de se positionner en indépendance face à des intérêts qui peuvent parfois être cachés, etc. Il y a une fine limite entre la posture critique et la posture paranoïaque. Donc, attention, la critique média, oui, toujours. Le sens critique quand vous lisez les médias, toujours. La vérification des sources, comme l'a dit Samuel, toujours. Par contre, le gros sac dans lequel on met tout le monde en disant les médias nous mentent, nous manipulent, les journalistes, les journalopes, etc., ça, c'est une posture paranoïaque. Et c'est plus du tout la même chose. C'est même d'ailleurs d'un certain point de vue une abolition de l'esprit critique. Parce qu'on rentre justement dans le jeu de l'étalement, de l'aplatissement de tout qui finalement se vaut. Après tout, l'AFP et un vague blog, c'est la même chose, ça se vaut, etc. Bah voilà, non, justement. Donc faites gaffe à la différence entre la critique et la paranoïa. On va peut-être lancer le 3e sondage. Quels sont pour vous les critères de crédibilité vis-à-vis d'un créateur de contenu informatique? Donc, en premier, son audience. En deuxième, son incarnation, les sources qu'il cite, là où les plateformes qu'il utilise ou le format de contenu. Samuel, en préparant cette émission, tu m'as dit qu'une question qui revenait sans cesse dans le chat, c'était est-ce que tu peux nous donner un média neutre? Alors là, je vais poser la question à Justine, parce qu'on en a parlé un petit peu avant. La question de la neutralité. Donc, toi, comment tu l'enseignes à tes élèves? Parce que donc, tu donnes des cours à l'ESJ. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est pas un mythe, cette neutralité? Totalement. La neutralité, en fait, c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez des personnes qui veulent devenir journalistes, chez des gens qui sont pas aussi journalistes, qui vont dire bah oui, ce journaliste n'est pas neutre. Mais en fait, personne n'est neutre. C'est quelque chose qui touche en fait tous les secteurs. Un historien n'est pas neutre, un journaliste n'est pas neutre. On a tous des biais. Par exemple, moi, je viens de banlieue. J'ai été, toute ma vie à Aulnay-sous-Bois. Est-ce que je vais traiter de la même manière les sujets autour des banlieues? Bien sûr que non. Est-ce que je vais avoir les mêmes idées de sujets que quelqu'un qui est né dans le 16e arrondissement? Probablement que non. Et c'est pas grave du moment en fait que je travaille avec éthique et aussi que j'essaye d'avoir le plus d'impartialité possible. C'est-à-dire que il y a un sujet sur les banlieues, et je vais essayer de distribuer la parole correctement. Je vais pas parler qu'à un seul partie du sujet, mais à tout le monde pour qu'à la fin, en fait, le public puisse se dire ok, je pense que j'ai eu tout le monde dans le reportage pour qu'on puisse un peu comprendre ce qu'il en est et ce que chacun pense. Donc évidemment, la neutralité, ça n'existe pas. Et
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est la vraie question, c'est plus si c'est un mythe ou une réalité, mais c'est plutôt si est-ce que ça doit rester un idéal journalistique? Et je pense qu'on voit de plus en plus des courants différents, en tout cas avec notamment, les créateurs de contenu et les influenceurs. Il y en a quand même pas mal aussi des journalistes qui décident d'aller vers les réseaux sociaux en disant: «Mais moi, la neutralité, journalistique ou en tout cas cet idéal-là, ça me correspond pas parce que de toute façon, c'est impossible et donc je pense que c'est mieux que j'aille et que je sois transparent et que je fasse plus un journalisme engagé, un journalisme d'opinion». Parce que de toute façon, je ne veux pas arriver à être neutre. Mais de l'autre, et il y a encore quand même, des journalistes qui restent sur cette idée que non, bien sûr, et ce qu'il nous faut avant tout, c'est que les gens se forgent une opinion eux-mêmes et que pour ça, il nous faut des faits, des faits, des faits et que ça reste la base du journalisme, même si, ces faits vont être apportés avec une certaine forme de subjectivité. Mais comme tu le disais, il y a aussi, une transparence sur le fait de qui on est, enfin, vis-à-vis de comment on rapporte ces faits. Et puis tu as même des journalistes en fait qui assument complètement qu'au bout d'un certain temps, en fait, ils sont pas neutres et c'est normal. Inès Léraud qui a fait une enquête sur les algues vertes, au bout d'un moment, quand tu enquêtes aussi longtemps sur un sujet, donc pour rappel, les algues vertes, c'était vraiment un phénomène qui a pollué pendant de nombreuses années les plages bretonnes, qui a amené quand même à des morts au niveau des animaux, un jogger qui faisait son jogging régulièrement au niveau des algues vertes. Et du coup, bon, bah voilà, ça a mené à ça et c'était à cause de l'industrie de porc agroalimentaire bretonne. Et en fait, évidemment, au bout de tant d'années, elle a dit: je peux pas être neutre sur ce sujet». Évidemment que c'est à cause, du coup, de la région bretonne, qui, protégeait, du coup, ces industries-là, à cause, des agro-industriels, ainsi de suite. Et du moment que c'est assumé et que c'est: «Bah, en fait, moi, ce sujet-là, je suis pas neutre et en fait, j'ai mon opinion et pour autant, je fais un travail de journaliste», ça me J'ai va. une question à te poser, Justine, du coup, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que des journalistes, donc ceux qui décident de rester neutres, en tout cas rapporter les faits, du fait qu'ils puissent avoir aussi leurs propres réseaux sociaux? Et comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'en fait, on parle beaucoup des créateurs de contenu, mais il y a aussi maintenant plein de journalistes qui ont enfin moi j'ai du mal à me faire une opinion. Je sais qu'il y a des rédactions qui vont, dire que c'est pas possible parce que c'est pas compatible avec la neutralité journalistique et d'autres qui vont dire au contraire, ça va permettre de gagner 2 10 maths. Je me demandais ce que toi t'enseignes, ce que tu Alors le souci, c'est qu'en fait, sur nos réseaux sociaux, on identifie notre média. Donc c'est-à-dire que ça n'engage pas que nous, ça engage aussi ceux avec qui on travaille et c'est ça qui fait aussi que tu as certains journalistes, surtout aux US, aux États-Unis, qui ont été licenciés pour, par exemple, s'être pas mal trop engagés dans, les élections américaines. Hem En fait, j'ai envie de te dire, ça dépend pour qui tu travailles. Mieux vaut, en fait, en parler très clairement. Quand je travaillais pour Vice France, ben, ils connaissaient très bien mon avis sur tel ou tel sujet, politique et puis voilà. Mais, quand tu travailles pour un média, un petit peu plus gros, type Le Monde et ben, ils vont peut-être pas apprécier que tu postes, en faveur de quelque chose plutôt qu'autre chose. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, tout dépend pour qui tu travailles, mais c'est surtout qu'en fait, tu sais que sur ton compte, c'est pas un compte personnel, c'est un compte en tant que journaliste et c'est surtout que tu t'identifies et un autre média. Donc à ce moment-là, si tu commences à sortir des aberrations, je pense par exemple il y a quelques années, à une pauvre influenceuse qui faisait, des recettes, qui s'appelaient Échelon 7 et des recettes de cuisine pour les boursiers et en fait, elle a été interviewée, par BFM TV et il s'avérait qu'elle était voilée et que tu as une journaliste du Figaro qui retweet, cette interview en disant juste 11 septembre. Et Le Figaro qui défend, bah, du coup, cette journaliste. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste dire: «C'est mon réseau personnel». Non, Mmh. parce que tu es journaliste et en plus, tu as identifié ton média sur ton réseau. Donc pour moi, il faut quand même faire un minimum attention à ce que tu postes et il faut être en adéquation avec, le média pour lequel tu travailles. Merci Justine. On va peut-être passer à la deuxième partie. Là, on était assez long sur la première, donc on va parler des usages. On va rester sur toi. En fait, quel est le réseau où tu vas faire le plus d'audience? Et donc là, tu as quitté, tu avais une chance, assez rare dans le milieu, un CDI dans un média établi qui s'appelle Slate. Tu as décidé de quitter Slate et de te lancer aux côtés de Charles Villa, et de te lancer sur YouTube notamment. Alors pourquoi, cette plateforme?
Bah, en fait, du coup, ça fait à peu près 1 an et demi que, je suis un peu dans le milieu YouTube, où j'ai commencé à travailler à la fin de Vice, pour Simon Puech et en fait, je me suis rendu compte qu'il y On avait rappelle peut-être qui est Simon ouais, Puech. Simon Puech qui du coup, est youtubeur, et qui a à peu près, je sais pas, 700 000 abonnés et qui parle de sujets un peu d'actu, et qui a fait ce choix, comme de nombreux youtubeurs, de, contacter des journalistes, pour, avoir en fait une aide en termes d'écriture, en termes de vérification d'infos et à partir de ce moment-là, je me suis mise vraiment à apprécier, le contenu YouTube que je consommais déjà en fait et que je trouvais ça super intéressant en fait qu'il y ait des youtubeurs qui se disent: «OK, bah, j'ai peut-être un peu trop d'abonnés et moi j'ai peut-être pas le temps pour vérifier les infos», comme par exemple Squeezie pour lequel je me suis mise à travailler, qui a déjà eu pas mal d'histoires, notamment en 2019 avec une vidéo sur, l'Égypte où, justement il s'était fait avoir par, un docu-fiction où il donnait du coup des fausses informations, dans sa vidéo. À partir de ce moment-là, il s'est dit: «Bah, va peut-être falloir que je travaille aussi avec des journalistes ou au moins des auteurs, qui peuvent prendre ce travail de vérification que moi j'ai plus le temps d'avoir parce que j'ai trop de travail à côté». Donc là, en fait, je me suis posé la question où est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie de travailler pour un média un peu plus traditionnel ou m'adresser à un public un petit peu plus habitué à des sujets, divers et variés, à une liberté de ton que tu n'as pas forcément, sur les médias traditionnels et c'est pour ça que là, je me lance avec Charles et qu'en effet, je quitte un CDI qui est très rare dans le journalisme parce que c'est un sujet qui m'excite, parce que, aujourd'hui, tu as plus de liberté de sujet aussi tout simplement, plus de possibilités de faire des sujets longs, contrairement à ce qu'on pourrait dire, en fait, les jeunes consomment aussi du long, la preuve, hein, des lives, qui sont extrêmement longs et c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Moi, j'ai pas envie de me restreindre à un sujet de 1 minute 20, à la radio, même si je fais pas de la radio. Ou un sujet télé comme quand je bossais au JT télé qui était de 1 minute 30 où, il y a des journalistes, ils le font très bien, mais moi ça me frustre. Mmh. Tu as ressenti la même frustration, Samuel? Bah, quand je ne connaissais pas autre chose, non, forcément, mais c'est vrai que moi je suis devenu accro aux médias Twitch pour plein de raisons, qui sont absentes des médias traditionnels. D'abord, moi pendant 30 ans, j'ai émis des infos de façon verticale vers un public qui ne réagissait pas, qui ne pouvait pas réagir, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs qui parfois m'écrivaient ou m'envoyaient un mail, mais c'est à la marge. Là, quand on émet, sur, Twitch, même sur YouTube avec les commentaires, un produit ou une information, vous avez, à l'instant T, plein de réactions, qui mettent en question la qualité de votre travail ou qui vous challenge ou qui vous donnent, des idées. Donc il y a cette interactivité. Il y a la liberté, hein. Quand vous avez une idée, de projet en télévision, ben, il faut convaincre des gens, un producteur, une direction, une équipe. Ça dure parfois des semaines, des mois, des années. Parfois, il se passe, rien. Quand vous êtes créateur de contenu, vous avez une idée le matin, elle peut être le soir sur votre chaîne. Ça, c'est vertigineux. Donc vous avez, interactivité, liberté. Donc aujourd'hui, moi, je me pose pas la question parce que je suis très attaché à la question pour un champion, par exemple. Mais si je devais choisir entre ces 2 univers aujourd'hui, si on me sommait de choisir entre les médias traditionnels et mon activité de créateur de contenu, je choisirais sans doute, celle de créateur de contenu. Alors on a une question qui n'est pas bête, le fait de C'est sympa pour son auteur. Ah oui, parce que question bête peut-être. voilà, parce qu'il dit: «Question bête peut-être Nicolas». Ah, Ah, donc est-ce que quand on donne, une source, quand par exemple les créateurs de contenu donnent des sources dans leurs vidéos, en dessous de leurs vidéos, est-ce qu'il faut aller nous-mêmes aussi analyser, pour aller, analyser les sources données? Parce qu'il peut reprendre la source de manière, qu'on considérait erronée. Pas forcément. Alors, vous êtes pas obligé. Si ça a piqué votre curiosité, oui, ça sert à ça d'ailleurs de mettre les sources dans la description de la vidéo. C'est parce que quand on fait des vidéos, c'est qu'on a envie de piquer votre curiosité et de vous donner envie de vous intéresser à un sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir les sources. Vous n'êtes pas obligé de faire un travail de vérification de l'ensemble des propos, de l'ensemble des vidéos YouTube que vous regardez. Mais le simple fait qu'un vidéaste fasse l'effort de mettre ses sources est déjà une indication de sérieux. Exactement, c'est une preuve. C'est une preuve de sérieux. Voilà, ça mérite d'aller effectivement un peu plus loin si vous avez le temps, si c'est votre truc, mais c'est déjà pas mal. C'est un peu l'équivalent d'une bibliographie à la fin d'un livre. Si on a envie de creuser, on y va, sinon c'est pas grave. D'ailleurs, Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, a fait fait de plus en plus d'enquêtes vidéo et met un lien avec toutes les sources, dans un document partagé. Donc alors peut-être on va répondre, aux questions, enfin les réponses du sondage, excusez-moi. Donc c'était les critères de crédibilité d'un créateur de contenu, donc 63 les sources, 25 son incarnation, 8 autres que nous avons rajouté à la demande du chat
3% la plateforme et le format et 0% son audience. Mais ça, la question, c'était est-ce que les utilisateurs, euh, c'est pas les créateurs de contenu eux-mêmes, comment ils crédibilisent leur information, c'est comment eux, l'audience juge les créateurs de contenu par rapport à quoi? Bon, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui les rend crédibles à leurs yeux? Ok. Le résultat est plutôt rassurant. Le fait que l'audience n'est pas un critère de qualité, quoi. Euh, Non, mais c'est vrai que c'est rassurant de voir qu'ils regardent quelles sont leurs sources. Mais ce qu'on voit, ce qui est vraiment important, en tout cas dans plein de sondages, c'est le rapport personnel qu'aujourd'hui les jeunes font. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas que les jeunes, je pense que c'est plutôt global. Donc, les gens ont de moins en moins confiance dans les institutions, mais de plus en plus dans les personnes. Ils ont besoin de créer un rapport personnel avec la personne pour faire confiance dans l'information qui est donnée. Et là, c'est ce qu'on voit. En tout cas, c'est combien les personnes qui croient dans la personne? C'est 30%, c'est ça? à son incarnation, c'est 25%. Ouais, c'est pas que ça. Mais c'est important quand même. Alors, on a parlé de l'interactivité, du face-à-face permanent, mais aussi, il faut se mettre dans... En fait, un des problèmes avec les journalistes, en tout cas ce qui remonte, c'est que on se met en position de sachant. Alors, Jean, toi, tu te mets à peu près à Ouais. égalité, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est effectivement une question de posture, mais ça dépend du dispositif éditorial qu'on a, hein. Il n'y a pas de problème à ce que les journalistes se mettent dans une position de sachant, d'ailleurs qu'ils délivrent du savoir à des gens qui ne l'ont pas encore. Moi, je suis un vulgarisateur, c'est-à-dire que ma posture à moi n'est pas celle de l'enseignant, n'est pas celle du journaliste. Ma posture à moi, c'est celle du bon copain qui s'y connaît un peu dans le domaine de la politique et qui va te filer 2-3 tuyaux pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça s'arrête là. Donc, tout mon dispositif, effectivement, repose sur une complicité avec le public. On se tutoie, on est amis, voilà, on est complices. Et c'est ma manière à moi, en tout cas, c'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée de faire passer de l'information d'éducation populaire sur la question politique. Mais voilà, c'est pas une posture et une pratique que je conseillerais à tout le monde pour tous les sujets et pour toutes les démarches. En tout cas, chez toi, il y a un fort sentiment de communauté et Ouais. je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais dans ton émission, le public, c'est des abonnés qui ont choisi d'être là, contrairement, par exemple, quand tu vas sur Quotidien ou c'est des sociétés Ouais. qui font appel à des gens au hasard. Alors, tu fais référence au public sur le plateau. Sur le plateau de Baptiste, Effectivement, il y a ouais. plusieurs dizaines de membres de ma communauté qui, chaque semaine, viennent assister à l'émission depuis le public et qui payent même d'ailleurs pour venir. Enfin, ils participent au financement de l'émission pour venir assister au public. Et oui, effectivement, il y a un faux semblant que j'ai jamais aimé dans les émissions télé, avec le public des émissions télé, que j'ai toujours trouvé, j'ai pas le bon mot, mais je trouvais que ça jurait, je trouvais que ça marchait pas. Ça se voyait que les gens étaient castés sur leur visage. C'est des très jolies filles qui sont juste derrière le présentateur ou juste derrière l'invité. On sait que ce sont des entreprises effectivement de cast qui composent une grande partie du public, pas tout, mais une grande partie du public à la télévision. Et en plus de ça, il y a le phénomène absolument atroce des chauffeurs de salle qui retirent tout ce qu'il peut y avoir de spontané dans un public. Alors que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la spontanéité. C'est l'ADN de Twitch, elle est dans la spontanéité, dans on verra bien ce qui se passera. Et je me bats même contre mes techniciens en leur disant que s'il y a des problèmes techniques, ça fait partie de l'émission. Et que c'est OK, et qu'en vrai, c'est très drôle. Et c'est pas grave, et on surmonte les problèmes techniques avec beaucoup d'humour. Et ben voilà, c'est cette espèce de patte un petit peu particulière qui crée la proximité et qui fait que, au tout début, je ne voulais pas de public en plateau. Je trouvais que ça faisait trop télé, mais j'ai été assez vite convaincu de l'énergie que ça peut donner, à la seule condition que ce soit des gens de ma communauté et pas des inconnus. D'accord. Et toi, Samuel, toi, ton public, tu le soignes notamment en faisant ce qu'on appelle la co-construction d'une info. Ah oui, oui. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? En fait, le matin, moi, je lis pendant 3 heures les journaux, puis après, j'arrive sur ma revue de presse, je dis voilà ce qui a retenu mon attention, moi. Mais d'abord, il y a des informations dont je vais me saisir parce que mon chat me dit ah, bah, tu parles pas de ça. Et je leur dis ben non, ça m'a pas trop intéressé, mais si vous posez la question, on peut peut-être fouiller. Et en fait, il y a une partie de ma revue de presse en fait, qui vient d'informations qu'on me propose finalement, en disant bah oui, j'ai vu des articles là-dessus, mais ça m'a pas trop hypé, mais ok, allons-y quoi. Et on va chercher des articles et après. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que moi je propose des infos, puis il y a des gens qui vont me dire ah bah moi sur le sujet dont tu parles, j'ai vu des infos dont tu parles pas, qui viennent éclairer le sujet.
une autre manière et va voir et je vais voir, je dis: «Ah bah oui, c'est intéressant effectivement» et donc on co-construit en fait, alors j'ai baptisé ça l'info augmentée. Je m'explique. Quand j'évoque, une question sur le nucléaire en France, dans mon chat, j'ai des ingénieurs en nucléaire. Quand je parle d'éducation, j'ai des profs C'est vrai. dans mon chat. Quand parle de chômage, j'ai des chômeurs. Il y a des gens qui connaissent très bien ce sujet et mieux que moi. Et mieux parfois que les journalistes qui sont des journalistes généralistes en fait. Donc qui sont obligés de s'intéresser à plein de choses et qui, le gars qui a écrit un article sur le nucléaire, il a peut-être une fibre scientifique, mais c'est peut-être pas le plus grand journaliste spécialiste du nucléaire en France. Et dans le chat, j'ai des spécialistes du nucléaire, des spécialistes de plein de choses, de l'OM, voilà. Et ces passionnés vont venir me dire: «Ah, ce que tu viens de dire ou ce que le journaliste du Monde, du Figaro, de Libération vient de rapporter, c'est pas tout à fait juste. Voilà, moi je t'envoie une info, je t'envoie une source et on va voir». On est sur Twitch, on a le temps, donc on n'a pas 10 minutes, on a 3 heures, 4 heures et on va voir et à un moment je vais dire: «Bah, tu as raison. Cette information, elle était pas assez précise ou ce que je viens de dire, c'était erroné». Et il m'arrive assez souvent de dire: «Bah, écoutez, mon analyse, celle que je vous ai proposée, parce que je sépare bien les choses, je dis: voici les» par exemple, récemment, on a parlé de ce qui est passé à Amsterdam, Mmh. avec les incidents, les violences à Amsterdam, là. Je dis: «Alors essayons d'abord de voir les faits». Je sépare les choses. Je dis: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous dit, par exemple», il y avait un article du Monde et de Libération, «Qu'est-ce que nous disent Libération et Le Monde sur ce qui s'est passé à Amsterdam?» Essayons de comprendre ce qui s'est passé, notamment sur 2 journées, sur 2 soirées. Voilà. Donc, à un moment, on s'est dit: «Bon, bah, voilà, les faits semblent établis. Qu'est-ce que maintenant on peut en dire?» Donc je fais toujours ce basculement. Les faits, essayons d'être le plus objectif, le plus neutre possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, l'analyse, et maintenant, ça, c'est mon sentiment, mon opinion de Samuel Etienne, qui parle de son endroit, avec sa culture, son histoire. Voilà. Je sépare les choses. Et après, donc, ça fait une deuxième couche. Et après, il y a les viewers qui vont m'apporter ou leur analyse, ou leur opinion, beaucoup, ou leurs infos. Voilà. Et là, on arrive, et on arrive à un résultat supérieur à l'info que j'ai émise de prime abord, qui pourtant me semblait être une info de qualité, puisque pour moi, comme je le dis souvent, la presse quotidienne nationale en France est une presse de qualité. Donc je suis content de ce résultat. Cette co-construction permet d'arriver collectivement à une information de meilleure qualité que celle que j'émets à l'origine, quoi. Quand on a goûté à ça en tant que journaliste, mais c'est totalement addictif, quoi, parce que on est on met on a les mains dans la matière, quoi, et on se remet en question. Je me suis jamais posé autant de questions sur ma façon d'informer que depuis que je suis streamer, puisqu'en fait, je suis questionné sur ce sujet. Dire: «Ah, mais pourquoi tu dis ça? Mais quelle est ta source? Et qu'est-ce qui te permet de dire ça?» Et souvent, je me retrouve à me dire: «Mais je me suis trompé». Et il y a des sujets sur lesquels j'évolue. C'est cette communauté plus jeune que moi, sur des questions comme les rapports hommes-femmes, sur la question de la transidentité, sur la question de l'environnement, des questions que moi, homme de 50 ans, je ne me posais pas forcément dans les mêmes termes longtemps. Eh bien, j'ai confronté un public plus jeune, avec d'autres grilles de lecture que moi et d'autres valeurs. Ben, j'ai évolué. Il y a des sujets sur lesquels j'ai évolué en me posant des questions que je ne me posais pas avant, quoi. Alors, ça, c'est formidable. On a une petite réaction sur les sources. Ouais. De Defacator officiel. Donc sur sa chaîne, lui, il constate que les gens vont voir les sources puisqu'on en discute dans les commentaires ou sur Twitch. Et d'ailleurs, il y a récemment eu un influenceur célèbre qui a fait une vidéo climato-sceptique dans laquelle il y avait du soi-disant un document de source. Et quand on l'ouvrait, le document ne contenait que des insultes à l'endroit de ceux qui vont voir les sources. Ce qui a fait parler, c'est bien la preuve qu'il y a des gens qui vont voir. Voilà. Donc, Oui, tout le monde ne va pas voir. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde ne va pas voir les sources ou la bibliographie d'un livre, mais le fait que ça existe, quand on regarde un article de presse tel qu'il est construit, le journaliste, il cite ses sources, il dit tel ministre a dit ceci, tel porte-parole du GIEC a dit cela, telle source du gouvernement parce qu'elle n'a pas voulu s'exprimer de façon... L'importance des guillemets. voilà, Une citation prêtée, Voilà. c'est pas nous qui le disons, c'est lui. Ouais. Et puis l'importance de rappeler peut-être aussi que tout le monde peut se tromper. Et que donc il y a des erreurs aussi. Je pense que c'est le propre du travail de journaliste aussi, d'être capable de reconnaître ces erreurs. C'est une activité humaine, donc faillible. On y met son cœur, on y met son expertise, sa rigueur. Mais souvent on me dit: «Ah, mais il s'est trompé». Je dis: «Bah oui, un boulanger, ça lui arrive de rater une fournée, un médecin d'avoir un diagnostic approximatif, enfin, c'est plus grave». Mais enfin bon, on est tous d'accord que on connaît tous l'expérience d'aller chez le médecin, puis c'est pas bien, alors qu'il y a bien quelque chose. Donc c'est une science approximative, la médecine. Donc le journaliste, il est faillible, il est humain, il fait, je l'espère, de ceux que j'ai eu la chance de croiser dans ma carrière, du mieux qu'il peut.
Mais c'est un travail humain et faillible et effectivement, il est questionnable. Moi, je trouve que cette révolution on les appelle comme on veut, numérique, nouveaux médias, elle est formidable parce qu'elle met notre public à portée on est Questionner. voilà, d'interpellation, à portée de baffe, je dis aussi. Non, voilà, notre travail, il est questionné comme jamais il a été questionné. Et si on veut être un peu optimiste, ça, c'est une incroyable source d'amélioration de la qualité de l'information, parce qu'en fait, ça nous force à nous remettre en question en permanence, d'avoir un public qui me dit, moi, tous les jours, Samuel, là, t'as pas été rigoureux. Samuel, là, c'est bien ton opinion, mais moi, je la questionne, ton opinion. Et je suis assez fier de ça, d'avoir créé une communauté diverse, de gens qui sont pas d'accord entre eux. Moi, j'ai des gens qui sont de toute sensibilité politique dans mon chat, et des gens qui sont vraiment pas d'accord sur l'analyse de l'actualité, mais qui arrivent à en parler, à s'opposer non pas des noms d'oiseaux, mais des arguments. Là, j'ai essayé de créer ce cadre, avec l'aide de la modération, bien sûr, sans les modos, rien de tout ça serait possible. Mais je suis content de ce cadre où toutes les sensibilités, en tout cas légales, peuvent s'entendre. Hein. Et les gens se parlent, arrivent à se parler, non pas pour se convaincre, mais pour exprimer leurs différences et faire réfléchir tout un chacun. Quoi. Alors, on a parlé tout à l'heure, pardon, donc juste, excusez-moi. Donc, on n'a pas parlé des exigences des plateformes. Donc, certes, il y a les contraintes des marques, mais aussi les contraintes des plateformes qui sont en fait les véritables rédacteurs en chef des créateurs de contenu pour certains. On est obligé d'obéir à certaines règles des plateformes si on ne veut pas voir que son contenu être invisibilisé. Tu n'es pas d'accord, non? Non, il y a une grosse différence entre être contraint par des règles d'usage de plateforme et le fait que les plateformes soient les rédacteurs en chef du contenu que tu proposes. Les plateformes ne t'imposent absolument aucun sujet, aucune hiérarchie de l'information, etc. Il y a des règles d'utilisation des plateformes qui sont les règles d'utilisation de n'importe quel site internet ou n'importe quel espace de discussion en ligne. Je dis ça d'autant plus que la plupart des plateformes qu'on utilise sont des plateformes américaines qui sont gorgées d'une culture du limited state, donc qui sont pas très extensives dans ce qu'elles vont interdire, qui essaient d'être plutôt limitées. Il y a même beaucoup de gens qui militent pour qu'elles aient un peu plus de modération que ce qu'elles ont. Et ensuite, tu as effectivement des règles, mais qui celles-là sont des règles commerciales, d'offre et de demande, du fait que ton contenu va être invisibilisé s'il n'est pas ad friendly, comme on dit, s'il n'est pas susceptible d'accueillir des publicités qui rapporteront de l'argent à la plateforme. Donc ça, c'est un enjeu qui n'est pas propre aux plateformes. C'est un enjeu qui peut être propre à d'autres médias, y compris plus traditionnels, avec leur régie publicitaire, qui doivent bien faire entrer de l'argent à un moment. Donc Moi, je suis pas voilà. d'accord. T'es pas d'accord? Non. Parce que, alors peut-être c'est toi, ton expérience en France, etc. Mais en préparant notre cours pour les influenceurs, on s'est réunis à Austin avec plusieurs créateurs de contenu aux États-Unis. On a discuté avec eux pendant une journée de leurs défis, etc. Et ce qui était intéressant, c'était une réaction de Dylan Page, qui est considéré comme le numéro 1 de l'information sur TikTok. Et quand on lui demandait, toi, c'est qui who is your boss, c'est qui ton chef, il dit AI, c'est l'intelligence artificielle, mon chef. C'est lui qui décide de ce que je vais faire, parce que dès le début, pour avoir du succès sur TikTok, j'ai dû tester l'algorithme, etc. Et en fait, je suis d'accord avec toi, c'est pas la plateforme qui décide quelle information quel choix dans l'information, mais c'est pas vrai. La plateforme va hiérarchiser les infos qu'on reçoit, celles qu'on va voir. La plateforme aussi va faire beaucoup de ce qu'on pourrait dire, on dit de la curation, je sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas, une forme quelque part aussi de censure. Il y a certains sujets qui vont pas pouvoir aller en ligne, tout simplement parce qu'ils fonctionnent avec l'intelligence artificielle et que les mots-clés suppriment des sujets d'intérêt général qui vont pas être en ligne. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de discussions, notamment sur l'utilisation du mot viol, et que beaucoup pour le compte tourné vont utiliser la pastille violette. Et donc clairement, ça c'est un peu une forme pour les plateformes d'intervenir dans les choix, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas vouloir prendre le risque d'avoir un contenu qui est supprimé, de passer des heures à créer un contenu, une information en ligne, et de prendre le risque que ce contenu soit invisibilisé ou même supprimé de la plateforme. Et notamment aussi dans plein de pays dans lesquels on travaille en dehors de l'Europe. Par exemple, juste l'utilisation du mot génocide dans un reportage. Et c'est quelque chose qui ne va pas uniquement toucher d'ailleurs les créateurs de contenu, mais aussi les journalistes.
va faire que le contenu va être supprimé. Parce que la plateforme ne veut pas prendre le risque de créer une incitation à la haine, etc. Donc, plein de sujets d'intérêt public qui vont être supprimés et qui vont passer aux oubliettes, entre guillemets. Et ouais, il y a une sorte de forme d'autocensure parce que quand j'étais encore chez Slate il y a encore peu de temps, on avait fait un sujet où on a été le mot génocide en parlant de Gaza. On s'est fait strike, shadowban. On a essayé pendant des mois. Peut-être expliquer ce que c'est strike et shadow. Oui, en fait, en gros, tout simplement, c'est les mots plus ou moins interdits définis selon TikTok. Et en gros, du coup, toutes nos vidéos après étaient complètement invisibilisées, que ce soit dans les pour-toi que de la part de nos abonnés. Donc, on faisait 10 vues alors qu'on avait un certain nombre d'abonnés. Donc, au bout d'un moment, tu essayes. On a même essayé de contacter TikTok pour débloquer ça. Ça n'a pas marché. On est obligé de refaire un compte carrément. Mais du coup, c'est ça qui fait qu'après, sur TikTok, soit tu fais le choix de parler de certains sujets, mais du coup, tu vas essayer d'utiliser en effet des pastilles ou d'utiliser sinon des hashtags différents, ce genre de choses, selon les mots que tu veux employer. Soit, du coup, tu dis, bon, certains sujets sensibles, on les aborde pas du tout sur TikTok, ce qui est dommage. Alors que c'est vraiment ces sujets-là aussi que les journalistes auraient besoin de présenter et de pouvoir discuter. C'est là où, en matière d'information, les gens, tu me corriges si je dis une bêtise, pour moi, Twitch a un grand avantage sur YouTube, par exemple, ou TikTok, où l'algorithme fait beaucoup. Twitch Là, c'est assez peu algorithmé. est peu algorithmé, c'est un contenu en direct. Alors, c'est compliqué qu'un algorithme pousse ou mette en avant ou en arrière un contenu en direct dont on ne connaît pas à l'avance le contenu. Et je trouve que pour le coup, pour le faire de l'information, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a une vraie liberté quant au choix des mots, puisque le contrôle a priori, il est impossible, puisque l'algorithme ne sait pas encore ce qu'on va dire, et a posteriori, c'est trop tard, le live, il est fait. Donc je trouve que Twitch, pour le coup, pour l'information, est un outil... Non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, je connaissais pas forcément bien Twitch. Et en effet, je pense que vous êtes vraiment à part par rapport à ce que vont, par exemple, subir, entre guillemets, les journalistes ou les créateurs de contenu qui publient sur les réseaux sociaux. Et ouais, alors là, c'est pareil. Les réseaux sociaux, ça a toujours été un mot avec lequel j'ai toujours eu du mal parce qu'on met pêle-mêle Meta, et encore dans Meta, il y a Facebook et il y a Insta. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a Threads aussi maintenant. On met Twitter, et la plupart du temps, en fait, on veut parler de Twitter quand on dit les réseaux sociaux, et de plus en plus TikTok. YouTube est-il un réseau social? Déjà, c'est une première question. Et Twitch est-il un réseau social? Pour un milliard de raisons, non, Twitch n'est pas un réseau social. C'est une plateforme de diffusion, c'est une plateforme d'interaction, c'est une plateforme de streaming, mais c'est pas tout à fait la même chose que TikTok. Mais je suis d'accord. Et en fait, ce qu'on a vu là par rapport à ce problème du rôle des plateformes et qui sont un peu comme des nouveaux, qui peuvent agir comme éditeurs, enfin choisir un peu quelle information va être priorisée. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, il y a quand même eu l'adoption de plusieurs régulations, et notamment le DSA et le European Media l'Acte pour la liberté des médias, Media Freedom Act, qui vise à vraiment protéger les contenus du coup journalistiques sur les plateformes. Ça, c'était quand même l'objectif parce que c'est quelque chose qui a monté de beaucoup de médias qui disaient attendez, c'est pas possible. Par exemple, il y avait eu cette première histoire où c'était une couverture d'un magazine, d'un journal qui avait été publié sur Meta. Et donc là, bien sûr, c'est pas la même chose. Tous les réseaux ne sont pas gérés de la même manière. Et qui avait été supprimé. Et le journal en question en Suède avait dit mais qui décide ici? Nous, on a une rédaction, on a décidé, on a une ligne éditoriale. C'est pourquoi est-ce que la plateforme peut supprimer ce genre de couverture? On a une petite question de Cyril. À partir du moment où il y a de l'interaction, on peut parler de réseau social, non? Si tu veux, mais à ce moment-là, les commentaires du Figaro.fr, c'est un réseau Mais social. oui, c'est ça. Donc, je veux dire, il faut avec les gens. En fait, ça ne suffit pas à définir. Réseau social, c'est un outil de création de liens. Alors oui, dans une communauté, celle de gens est très forte, par exemple. Bah oui, ça forme communauté, ça forme réseau. C'est un aspect du travail de gens, de créer une communauté qui a plaisir à se retrouver ensemble pour parler d'actualité. Mais c'est qu'une partie de ça. Donc, qualifier Twitch de réseau social, non, puisque la fonction première de Twitch, c'est de la création de contenu en direct et sur laquelle se forme de l'échange, de l'interactivité et une communauté. Alors, on va peut-être aborder la troisième partie parce qu'on approche de la fin du live.
On va penser à l'avenir et donc on en a déjà un petit peu parlé, mais des collaborations entre journalistes et créateurs de contenu. Donc peut-être Adeline, tu veux peut-être développer ce que toi tu as fait avec les créateurs de contenu et les journalistes et surtout qu'est-ce que gagnerait l'information avec ces collaborations? Alors nous, on a fait une expérience super intéressante c'était en mai de cette année. Suite à cette première réunion qu'on avait fait à Austin avec des créateurs de contenu, on a organisé une salle de rédaction pour la première fois, quand on fait des conférences internationales comme la conférence pour la Journée mondiale pour la liberté d'expression, qui cette année était sur, la question climatique et le rôle des médias pour couvrir la question climatique. On amène souvent des jeunes journalistes pour couvrir cette conférence et là, pour la première fois, on a décidé de ramener aussi des créateurs de contenu et de les faire travailler ensemble pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne. C'était un peu une expérience, pour nous, là, dans la création notamment de notre cours. Et c'était assez intéressant parce que on les a mis ensemble pendant plusieurs journées. On les a fait travailler ensemble et on les a fait travailler en groupe. Donc, dans chaque groupe, il y avait plusieurs créateurs de contenu, plusieurs journalistes. Et tous devaient au moins suivre le même travail éditorial. C'est-à-dire que dans chaque groupe, l'article devait être revu par un rédac chef. Il devait décider de la ligne. Ensuite, il y avait aussi des fact-checkers. Et puis après, il y avait aussi les créateurs de contenu qui décidaient un peu plus du format choisi pour diffuser ces contenus. Et alors, les premiers jours, les retours étaient dramatiques. Les journalistes, les journalistes venaient nous voir en disant: «Oh là là, mais les créateurs de contenu, c'est impossible de travailler avec eux. Ils ont le melon, ils ne pensent qu'à se prendre en photo, à faire des selfies, etc.» C'était un peu caricatural, mais c'était la réaction des jeunes journalistes. Et à l'inverse, il y avait des créateurs de contenu qui venaient nous voir en nous disant, mais alors encore une fois, c'était pas des Français, c'était global, on avait des gens du monde entier. Et des créateurs de contenu, ils disaient, mais on ne comprend pas ce qu'ils nous demandent, les journalistes, ils nous demandent nos sources, mais de quoi ils nous parlent, c'est quoi ces sources, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a passé un peu de temps aussi à faire de la formation pour qu'ils soient un peu tous sur à la même page, on va dire. Et le résultat était vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'à la fin des 3 jours, je pense que des 2 côtés, ils ont vraiment vu l'intérêt à travailler ensemble, de produire, que ce soit chez les créateurs de contenu, produire une information de qualité, produire une information sourcée, une information vérifiée. Et de l'autre, les journalistes ont vu l'intérêt de travailler avec des personnes qui sont capables de vulgariser, de produire des contenus un peu fun. Et nous, pour la première fois, on avait, alors que d'habitude, on a souvent que des articles qui sont publiés dans notre newsroom. Là, on avait pour la première fois des contenus vidéo, des contenus courts, des contenus sur les réseaux sociaux, etc., qui ont eu d'ailleurs beaucoup de vues. Donc, je pense que on a pu, avec cette expérience, se dire que ça marche. Et entre eux, après, ils sont maintenant encore toujours en contact. Ils ont fait plein de collabs, etc., pour continuer à travailler ensemble. Et donc, c'était aussi l'idée là de notre cours qu'on est en train de lancer. Donc, c'est un cours qu'on est en train de lancer qui va démarrer le 18 novembre, qu'on a développé avec l'université d'Austin au Texas et qui est un cours qui va être disponible dans plusieurs langues. Et l'idée, c'est de créer comment dire, déjà, c'est de répondre à tout ce que j'ai mentionné plus tôt, cette étude qu'on a fait sur les créateurs de contenu et les défis qui sont posés, parce qu'il y en a quand même nombreux. Quand on leur a posé la question, en dehors de la question de la véracité des sources, un tiers des créateurs de contenu mentionne ne pas avoir de connaissances, enfin non, un tiers seulement, mentionne avoir des connaissances sur les standards internationaux de la liberté d'expression. Quand on leur parle de diffamation, quand on parle de sources, ce qu'on disait, de protection des sources, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors qu'en fait, il y a quand même une forme de responsabilité quand on est aussi en ligne et quand on dit sa liberté d'expression. Il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont les cibles de beaucoup de discours de haine et qui, plus d'un tiers, en fait, sont quotidiennement cibles de ces discours. Et parmi ceux-là, ils sont seulement 30% à aller le signaler auprès des plateformes. Donc en fait, il y a quand même un travail de fond à faire pour leur donner plus de compétences, pour mieux se protéger aussi en ligne. Donc ce cours, il vise à ça, il vise à renforcer les compétences, les connaissances des créateurs de contenu et aussi à créer plus de collaboration avec les journalistes, voilà, avec, on espère, les mêmes résultats à petite échelle de ce qu'on a fait dans le cadre de cette conférence à Santiago. Et ce cours est ouvert à tous, hein? C'est un cours qui est ouvert à tous et qui est gratuit. D'accord. Donc n'hésitez pas. Mais peut-être donc ces collaborations, elles existent déjà de manière concrète. Justine, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus surprise, quand tu as travaillé pour, des youtubeurs? Quelle différence, tu as trouvé, avec ton métier de journaliste? Alors la nuance, c'est qu'en fait,
certains youtubeurs ne se considèrent pas comme journalistes, on en a parlé, et ils n'ont pas forcément pour prétention et pour envie de devenir journalistes. Et du coup, ils font appel à des journalistes comme moi, mais c'est à leur bon vouloir de choisir de nous écouter ou non. Dans le sens où moi, j'interviens pour écrire le sujet, pour trouver les idées, et aussi pour mettre un holà par moment en disant ça, tu peux pas le mettre en termes de source, c'est pas béton du tout. Mais finalement, c'est quand même à eux de décider à la fin, parce que c'est pas un média, et parce que par moment, il y a certains petits trucs qui, on va dire, en termes de storytelling, vont mieux marcher, ce genre de choses. Donc ça, c'est la grosse nuance que j'ai le plus remarqué avec des médias traditionnels pour lesquels j'ai pu travailler. Et une nouvelle fois, c'est compliqué de faire une généralité parce que j'ai travaillé pour différents youtubeurs et chacun a sa patte, chacun a sa manière de voir les choses. Je vais avoir Hugo qui est considéré comme un média et Squeezie qui fait complètement du divertissement, mais qui est archi carré aussi sur les sources. Enfin, ça dépend complètement. Mais ce que je vois vraiment comme différence, c'est la manière dont on traite l'info. Est-ce qu'on traite l'info à but de divertissement et du coup, des fois, on fait le choix délibérément, parfois de prendre de la hauteur sur le sujet, quitte à, pour un journaliste en tout cas, des fois, ne pas être hyper technique et hyper précis et parfois, un peu flouter l'info? Ou est-ce qu'au contraire, tu décides, d'aller, directement, dans l'info brute et parfois, tu manques un peu de vulgarisation? Donc c'est ce que j'ai le plus remarqué en tout cas. Merci. Alors, là, c'est la fin. Heu, Âge. donc, la question finale, comment vous imaginez l'information idéale dans 5 ans? Vous avez, une seconde. Adine peut-être, Comment j'imagine? Moi, j'imagine surtout comment, un écosystème d'information idéal, d'ici à 5 ans, serait pour moi un système où, on sort un peu du chaos actuel où, la plupart, quand même, la majorité des gens n'ont pas confiance en l'information et la majorité des gens, presque 60 sont inquiets de la désinformation. Donc comment est-ce qu'on sort de ça? Et je pense pas qu'il y ait vraiment des solutions miracles, mais parmi les solutions, en tout cas, il faut un soutien massif aux journalistes de qualité, indépendants et former un maximum aussi les gens à pouvoir reconnaître, qui sont les journalistes, quel est le travail de journaliste et pouvoir les soutenir aussi, largement. merci. Jean? Écoute, c'est difficile. Moi, si j'émets un vœu, c'est que l'action Tesla s'effondre et Twitter est emporté dans la chute. Et ça va faire du bien à beaucoup de monde, déjà, pour commencer. Et blague à part, ouais, j'espère une information une information qui met mieux en avant le travail journalistique fait par des journalistes de métier, qui met moins en avant les fausses informations, les informations non sourcées. J'aimerais bien un système d'algorithmie qui mette en avant les sources. On pourrait par exemple adjoindre une source à un tweet. Ce serait une bonne idée, ça. On pourrait, enfin voilà, imaginer des choses comme ça. Et puis j'imagine aussi une information qui est de plus en plus discutée, et c'est ce qu'on disait avec Samuel, effectivement, dans des espaces de discussion comme Twitch, mais aussi dans des commentaires YouTube, mais aussi que des médias plus traditionnels comme la télévision et la radio s'ouvrent encore plus à de nouvelles écritures, de nouvelles postures éditoriales, de nouveaux rapports au public, et que l'information soit soit plus horizontale, plus discutée. Et je pense qu'on y gagnera tous. Merci. Je suis d'accord avec vous deux, hein. Moi, ce que je nous souhaite à tous, c'est lutter le plus possible contre la défiance, qui est de plus en plus importante, en tout cas, que nous, on ressent en tant que journaliste au quotidien, et avoir en effet une info qui est plus linéaire, où on peut comparer, essayer de prendre un petit peu de temps, même si évidemment, on n'a pas tous 3 heures pour lire Le Figaro, l'Huma, Libé et Le Monde. Mais en tout cas, essayer d'avoir aujourd'hui un peu moins de critiques entre les créateurs de contenu, entre les journalistes, qu'on puisse avoir des travaux en commun. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer, qu'on pourra toucher aussi un public plus nombreux, qu'on aura moins cette vision de la télé, la radio, la presse écrite comme des médias vieillissants et le reste réseaux sociaux, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a plein de choses qui sont possibles entre les deux. Donc c'est surtout ça que je me souhaite. Merci. Donc j'aimerais pouvoir me téléporter dans 5 ans pour voir quel est devenu ce paysage, hein. Je note l'intérêt des médias traditionnels pour de nouvelles formes d'écriture, de communication. Le groupe France Télévisions que je connais bien a une grande et forte curiosité depuis des années, depuis très longtemps déjà,
vers ces nouveaux tuyaux, voilà, en ayant le sentiment d'avoir quelque chose à apporter, mais clairement quelque chose de nouveau, hein. On peut pas prendre les anciens programmes et juste les déposer là, ça ne marche pas, il faut inventer de nouvelles écritures. Moi, je vois qu'un groupe comme France Télévisions, et il n'est pas le seul, il y a plein de médias traditionnels se posent la question. Après, c'est difficile d'inventer ces nouvelles écritures, c'est de trouver ces nouvelles incarnations, de voir ce qui fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un défi essentiel quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, quand on voit qu'une partie de la population montre que la notion de vérité n'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, mais plutôt l'envie d'être réconforté, rassuré, emmener l'idée, guidée, et que j'ai le sentiment que même dans un pays comme les États-Unis, la notion de démocratie est en train de s'affaiblir. On dit toujours que ce qui arrive aux États-Unis finit par nous arriver un peu plus tard. En France, on voit des choses qui sont inquiétantes aussi comme ça, avec une partie importante de la population qui est désinformée au quotidien sans s'en rendre compte. Donc en fait, les sujets dont on parle, en fait, ils sont essentiels, pas seulement pour les journalistes, pas seulement pour les créateurs de contenu, mais pour même l'avenir de notre démocratie. Alors, je suis à la fois totalement excité par ça, c'est des défis incroyables, et en même temps un peu inquiet, parce que si on prend le mauvais chemin, on peut arriver à des résultats extrêmement inquiétants qui sont déjà à l'œuvre. Je parlais des États-Unis, mais dans d'autres pays d'Europe également. Donc j'aimerais bien pouvoir me projeter et voir si on a pris les bons chemins, ou si on s'est fourvoyé et qu'on arrive à des situations qui seraient potentiellement catastrophiques, quoi. Je finis sur une note très positive. Je suis très content. Voltaïr a hâte dans 5 ans de voir la revue de presse en 25 langues différentes animée par des IA de Samuel C'est en Etienne. développement. C'est en développement. Je suis sûr que l'IA sera moins souriante. Ça va pas pareil. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live. Et si vous voulez prolonger la réflexion, nous, à Métamédia, on a réalisé un cahier qui s'appelle le journaliste influenceur. Peut-être avant de finir, que chacun rappelle un petit peu son actu. Par exemple, Jean a sorti un super bouquin qui s'appelle Les jeunes, c'est le présent. Peut-être. Oui, c'est un livre aux éditions Payot, mon premier livre que j'ai sorti il y a un mois et demi maintenant. Un livre qui est un plaidoyer politique en faveur de la jeunesse, en faveur de la place des jeunes dans la démocratie et dans notre société en général. C'est un manifeste anti-SNU, on va dire ça comme ça. Et Justine, donc toi, on va pouvoir te retrouver aux côtés de Charles Villa. C'est ça, sur sa chaîne YouTube, où du coup, il a quitté Brut tout récemment, et du coup, on va travailler ensemble sur sa chaîne. Et vous aurez aussi un lancement de ma propre chaîne YouTube dans peu de temps. Hey, c'est super ça. Ouais, c'est cool. Trop bien. La création de contenu que de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Des félicitations. reportages. C'est top. Ouais. Bah, je vais follow. Et ben encore créé, hein. Pas encore. Ok, trop bien. Ça arrive. Samuel. Moi, je stream tous les jours, je suis totalement addicté, vous l'avez compris. Prochain rendez-vous cet après-midi, il y aura un peu de. Maintenant, j'utilise plein de mots jeunes pour faire rire ma communauté qui sait bien qu'en fait, ce sont des emprunts. Donc, je vais me buter à GTA-RP ce soir et cet après-midi. Sinon, j'ai une revue de presse demain matin, donc, parce que ça, c'est mon bonheur. Et que je vais enchaîner avec MVP, Ma vie pro, qui est une émission que j'ai lancée à la rentrée, dont je suis assez fier, qui est une émission bimensuelle, avec 3 chroniqueurs, 3 invités, sur un joli plateau. Ça pourrait être une émission de télévision, mais sauf que c'est sur Twitch, donc là, il y a l'interactivité, puis il y a un ton, une incarnation qui est différente, qui explore le monde du travail, le monde de l'emploi, pour ceux, les collégiens, les lycéens, les étudiants qui se projettent, et qu'est-ce que je vais faire plus tard, ou ceux qui sont déjà en activité, mais qui ont envie de changer de voie, puis qui ne sont pas très, très heureux, pas très, très épanouis. Mais on explore à chaque émission un thème, voilà, les conséquences de l'IA sur le monde de l'emploi. Demain, par exemple, à midi, on va parler des métiers de l'eau, liés à l'eau, à l'environnement. Donc, on va avoir des gens concernés qui viennent témoigner de voilà mon métier, est-ce qu'il est sympa, pas sympa. Donc, je suis assez fier de cette émission. C'est demain à midi sur ma chaîne Twitch. Sur ta chaîne Twitch, Ouais. d'accord. Et Aline, donc le programme de l'UNESCO. Ben voilà, celui dont j'ai parlé. Nous, notre grande actualité, c'est le lancement de ce cours en ligne le 18 novembre, disponible en 4 langues pour les créateurs de contenu, les influenceurs, mais aussi les journalistes qui le veulent. Et on espère avoir un maximum de succès. Et puis, c'est aussi en parallèle le lancement des résultats de cette étude dont j'ai parlé, dont on est en train de finaliser les résultats. Et je pense qu'on va lancer les 2 en même temps, donc d'ici à la fin du mois. Donc, on peut le retrouver sur le site de l'UNESCO. Exactement. Ok. Éducation média, UNESCO, et normalement, vous arrivez. Alors, on dit, nous, Media Information Literacy. Ok. La classe Média Balzac qui nous dit qu'ils sont au Maroc et qu'il y a une classe de 4e qui nous a suivis. Oh, waouh! Salut les copains. Salut! Merci de nous avoir suivis, les amis. Merci à vous.
Merci. Et bravo pour l'animation de ce débat, parce que c'est quand même un thème Ouais, Alexandra. très riche et très touffu. 4 invités dans ce laps de temps, tous de sujets, félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Et merci au Clémy, à Alumni, à l'équipe éditoriale, à Océane Laureau qui a beaucoup fait, et Gaty Brem aussi. Merci. Merci à tous. Superbe. Merci beaucoup. Bravo.